Quelque part dans le ciel austral, un point lumineux unique attend qu'un télescope le découvre. Les astronomes appellent cette lumière notre plus proche voisine. Et ils disent vrai. Alpha Centauri est véritablement le système stellaire le plus proche de notre Soleil. Mais derrière ce mot si proche se cache un monstre. Notre engin spatial le plus éloigné a volé pendant près de 50 ans et n'a parcouru qu'à peine 1000 millièmes de 1% de la distance qui le sépare de sa destination. La lumière elle-même, ce qu'il y a de plus rapide qui existe, met plus de 4 ans pour effectuer le voyage. Et voici la partie qui devrait vous inquiéter. Même si les humains parvenaient d'une manière ou d'une autre à franchir ce fossé et à arriver vivants, ils ne pourraient plus jamais partager un seul instant présent avec la Terre qu'ils avaient quittée. Bienvenue dans l'effroyable distance qui sépare les voisins. Si ce genre de voyages musicaux à travers l'espace vous plaît, cela nous ferait vraiment très plaisir si vous cliquiez sur le bouton « J'aime » et que vous vous abonniez. Cela permet à des vidéos comme celle-ci d'atteindre un public plus large de personnes curieuses comme vous. Installez-vous confortablement. Commençons. Tous les 2 ou 3 ans, quelqu'un met à jour l'affiche sur le mur d'une salle de classe et quelque part en bas, en petits caractères amicaux, une légende promet qu'Alpha Centauri est notre plus proche voisin. C'est une phrase réconfortante. Le voisin évoque une clôture, une allée partagée, un visage à qui l'on pourrait faire signe de l'autre côté de la rue. Nireste suggère que vous pourriez, si vous le vouliez vraiment, vous y rendre à pied. Les mots sont choisis pour rendre le cosmos familier et ils y parviennent à merveille. Lorsque les astronomes affirment qu'Alpha Centauri est le système stellaire le plus proche de notre Soleil, ils n'exagèrent pas et ils ne mentent pas. Parmi les centaines de milliards d'étoiles qui sillonnent notre galaxie, ce système est véritablement le plus proche de nous. Et c'est étrangement là que les problèmes commencent. Car dès l'instant où l'on se demande ce que signifie réellement le plus proche, à quelle distance, en termes de simples calculs de kilomètres et d'années, la légende amicale sur l'affiche commence à se transformer en quelque chose de bien plus étrange et de bien plus inquiétant que n'importe quelle étiquette ne pourrait jamais contenir. Commencez par observer ce qui existe réellement, car la plupart des gens s'imaginent une seule étoile et s'arrêtent là. Alpha Centauri n'est pas une étoile. Il s'agit de 3 êtres liés par une lente relation gravitationnelle qui dure depuis des milliards d'années. 2 d'entre elles, Alpha Centauri A et Alpha Centauri B, forment une paire très similaire. L'un presque jumeau de notre propre fils, l'autre légèrement plus petit et plus cool, tous 2 gravitant autour d'un centre de gravité commun. La façon dont 2 danseurs tournent autour d'un point précis sur la piste. La troisième est une petite naine rouge, faible et maussade, appelée Proxima Centauri, dérivant loin sur le bord déchiqueté de ce système, si faible qu'aucun œil humain ne l'a jamais vu sans l'aide d'un télescope. Ensemble, ils forment un trio, un petit nœud de 3 soleils dans l'obscurité. Et déjà, avant même d'avoir parcouru un seul kilomètre, le mot bien ordonné, plus proche, a commencé à se fissurer. Parce que ces 3 étoiles ne sont pas toutes à la même distance de la Terre, et que l'écart entre elles aura une importance bien plus grande que vous ne le pensez. Actuellement, la plus proche de nous des 3 est Proxima Centauri, située à une distance d'environ 4,24 années-lumière. Ses 2 compagnons plus brillants, Alpha Centauri A et B, se trouvent un peu plus loin, à environ 4,34 années-lumière. Cette différence, un dixième d'année-lumière environ, paraît insignifiante, presque comme une erreur d'arrondi qu'on pourrait négliger. Ce n'est pas. Un dixième d'année-lumière représente tout de même près d'1 billion de kilomètres, un gouffre bien plus grand que l'ensemble de notre système solaire planétaire. Alors, quand quelqu'un annonce que l'humanité a atteint Alpha Centauri, la réponse honnête est une question. Quelle étoile? Arriver à Proxima ne signifierait pas arriver à ce système binaire semblable au Soleil. Vous pourriez parcourir une distance presque inimaginable. Plantez un drapeau près de la naine rouge et il vous restera encore un long voyage à faire pour atteindre les 2 autres. Un voyage plus long que tout ce que des mains humaines ont jamais construit pour survivre. Il s'avère que la destination la plus proche n'est pas unique. Il y en a au moins 3, empilés l'un derrière l'autre dans l'obscurité. Il y a une petite cruauté, presque poétique, enfouie dans le nom de cette étoile si proche. Proxima est tout simplement le mot latin pour « le plus proche ». Lorsque les astronomes ont découvert cette faible naine rouge et se sont rendus compte qu'elle était plus proche de nous que n'importe quelle autre étoile du ciel,
Ils lui ont donné un nom qui signifie littéralement « l'approche ». Et pourtant, même celle-ci, la plus proche des plus proches, l'étoile la plus proche de notre Soleil dans toute la galaxie, se situe à plus de 4 années-lumière de la chaise où vous êtes assis. Nous l'avons nommée ainsi en raison de sa proximité, et elle est encore si éloignée que même l'objet le plus rapide de l'univers met plus de 4 ans pour l'atteindre. Si celui que nous avons nommé le plus proche est bien celui-ci, vous pouvez déjà commencer à ressentir à quoi ressemblera le reste de la galaxie. Et c'est là que l'intuition humaine nous trahit pour la première fois en silence. L'expression « année-lumière » sonne comme une mesure du temps. Le mot « année » y est inscrit clairement. Quand on entend « 4 années-lumière », on imagine 4 années de voyage, comme on imagine un trajet de 4 heures en voiture jusqu'à une autre ville. Mais une année-lumière n'est pas du tout une unité de temps. C'est une unité de distance. La distance que parcourt la lumière se déplaçant à la vitesse la plus rapide que l'univers permet à toute chose de se déplacer en une année complète. Et la lumière ne se promène pas. Elle parcourt environ 300 000 km chaque seconde. Le temps d'un clignement d'œil, un rayon de lumière pourrait faire plusieurs fois le tour de la Terre. Si cette vitesse se maintient sans interruption pendant une année entière, elle tracera une ligne de près de 9,5 billions de kilomètres de long. Cette unique ligne absurde de 9,5 billions de kilomètres représente une année-lumière, et l'étoile la plus proche est à plus de 4 fois cette distance. Les nombres aussi grands cessent de signifier quoi que ce soit. Les billions se fondent en milliards, puis en millions. Et le cerveau tout à fait sensé lève les bras au ciel. Permettez-moi donc de vous tendre une règle plus petite, celle que les astronomes utilisent à l'intérieur de notre propre système solaire. On l'appelle l'unité astronomique. Et il s'agit simplement de la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Cette distance dépasse déjà tout ce que l'on peut imaginer dans l'expérience humaine. On pourrait aligner près de 12 000 planètes Terre à travers cette surface. Une année-lumière contient environ 63 000 de ces unités astronomiques. 63 000 distances. Terre-Soleil mise bout à bout sur une seule année-lumière, et Proxima Centauri se situe à plus de 4 années-lumière. Effectuez la multiplication et l'étoile la plus proche se trouve à environ 268 000 unités astronomiques de l'endroit où vous vous trouvez. 268 000 fois la distance qui nous sépare de notre étoile, rien que pour arriver en tête de file. C'est la taille réelle du mot le plus proche. Et jusqu'à présent, rien de ce que nous avons dit n'a permis de réduire l'ampleur du problème. Et c'est là qu'une question légitime se pose, une question qui mérite une réponse claire avant d'aller plus loin. Comment quelqu'un pourrait-il connaître ce nombre? Nous n'avons jamais rien envoyé, même en infime partie, jusqu'à Proxima Centauri. Alors, comment osons-nous affirmer avec autant de certitude qu'elle se situe à 268 000 unités astronomiques? La réponse est l'un des triomphes discrets de l'astronomie, et elle ne repose sur rien de plus exotique qu'un tour que vos propres yeux jouent à chaque seconde d'éveil. Levez un doigt à bout de bras et regardez-le, en fermant d'abord un œil puis l'autre. Le doigt semble se déplacer latéralement contre le mur du fond. Même si elle n'a pas bougé du tout, elle se décale parce que vous la regardez depuis 2 positions légèrement différentes, votre œil gauche et votre œil droit. Plus le doigt est proche, plus le saut est grand. Ce décalage apparent, dû uniquement au fait de regarder depuis 2 endroits à la fois, s'appelle la parallaxe. Et c'est sur ce fondement que repose tout l'escalier de la distance cosmique. Maintenant, échangez vos 2 yeux contre quelque chose d'énormément plus éloigné. Au fil de son orbite annuelle autour du Soleil, la Terre transporte nos télescopes d'un côté à l'autre de celle-ci, 2 points d'observation séparés par près de 300 millions de kilomètres, soit toute la largeur de notre orbite autour du Soleil. Photographiez une étoile proche en plein hiver, puis photographiez-la à nouveau en plein été, et cette étoile, comme le doigt, semble se déplacer d'un infime millimètre sur le fond fixe d'étoiles bien plus lointaines qui se trouvent derrière elle. Mesurez l'ampleur de ce décalage, appliquez la géométrie simple qu'un géomètre utilise pour fixer un point de repère éloigné, et la distance des étoiles se déduit directement du calcul. Pas besoin de vaisseau spatial, pas d'hypothèse sur les moteurs ou le carburant, juste l'angle que décrit une étoile lorsque nous l'observons depuis les extrémités opposées de notre propre orbite. Proxima Centauri, étant l'étoile la plus proche de toutes,
produit le plus grand décalage de ce type parmi toutes les étoiles du ciel. Et pourtant, ce décalage est terriblement faible, inférieur à une seule seconde d'arc, un angle si infime qu'il est comparable à celui d'une pièce de monnaie qui se déplace latéralement à des dizaines de kilomètres de distance. Les astronomes ont réalisé cet exploit pour la première fois sur une étoile proche dans les années 1800, et les instruments modernes l'ont depuis perfectionné avec une précision stupéfiante. Ainsi, lorsque nous disons que l'étoile la plus proche se trouve à 4,24 années-lumière, nous ne faisons pas de suppositions et nous n'extrapolons pas à partir d'un rêve. C'est un fait mesuré directement, révélé au grand jour par le simple fait d'observer depuis les deux extrémités de notre orbite. Un chiffre aussi solidement établi que la distance qui nous sépare de la Lune. Et c'est précisément ce qui le rend si troublant. Ce chiffre est indémontrable, et nous ne pouvons ni le contester ni le faire disparaître par la manipulation. Cela a été mesuré, vérifié et confirmé. Le golfe est exactement aussi large qu'il en a l'air. Il reste un point à éclaircir avant de se demander pourquoi tout cela devrait avoir une importance. Et cela concerne ce qui comble réellement l'écart entre ici et là-bas. On a tendance à imaginer que le système solaire se termine proprement à Neptune, la planète la plus éloignée, comme si le territoire du Soleil était délimité par une paroi extérieure bien nette. Non, le véritable domaine du Soleil s'étend bien au-delà de la dernière planète, et comprendre l'étendue de cette distance est l'élément final qui nous permet de saisir à quel point nous sommes réellement isolés. Au-delà de Neptune, l'influence du Soleil se prolonge à travers une vaste frontière clairsemée. Il y a d'abord l'héliosphère, l'énorme bulle soufflée par le vent solaire, le flux de particules que le Soleil exhale dans toutes les directions, dont Voyager 1 n'a franchi les limites qu'après 35 ans de vol. Mais même cela ne constitue pas la frontière. Bien au-delà, les astronomes déduisent l'existence du nuage d'Oïr, une coquille titanesque de corps glacés, les germes dormants des comètes enveloppant tout le système solaire comme un léger brouillard sphérique. Nous ne l'avons jamais vu directement. Son existence se déduit de la provenance des comètes à longue période. Elle relève donc, à proprement parler, du domaine de l'inférence fondée plutôt que de la vision directe. Mais si elle existe, comme le pense la quasi-totalité des astronomes, sa taille est stupéfiante. Ses confins intérieurs pourraient commencer à quelques milliers d'unités astronomiques, et sa limite extérieure pourrait s'étendre jusqu'à environ 100 000 unités astronomiques du Soleil, soit bien plus d'une année-lumière, et selon certaines estimations, une bonne partie de la distance totale jusqu'à Proxima Centauri. Réfléchissez-y un instant, car cela va dans deux directions à la fois. D'une part, cela signifie que la zone véritablement vide entre notre étoile et la suivante est plus étroite que ne le suggère la faible étendue extérieure du Soleil. Et peut-être qu'une coquille semblable autour d'Alpha Centauri pourrait se rejoindre à travers l'obscurité, laissant un espace plus petit et strictement vide entre elles. En revanche, cela dégrade l'échelle humaine de la traversée au lieu de l'améliorer. Car Voyager 1, notre sonde la plus rapide et la plus lointaine, mettra environ 300 ans, rien que pour atteindre le bord intérieur du nuage de Suna, et quelques 30 000 ans pour le traverser entièrement et quitter enfin le domaine du Soleil. 30 000 ans juste pour échapper aux confins du territoire de nos propres étoiles. Et c'est seulement alors que commencerait véritablement le voyage vers Proxima. Le Soleil ne relâche pas son emprise sur Neptune. Elle s'accroche faiblement mais véritablement sur plus d'une année-lumière dans toutes les directions. Et franchir cette emprise est en soi une tâche plus longue que toute l'histoire enregistrée. On pourrait légitimement se demander pourquoi quelqu'un devrait se soucier d'une distance aussi désespérée. Pourquoi fixer notre attention sur 3 étoiles que nous ne toucherons peut-être jamais? Pendant longtemps, la réponse honnête était simplement qu'ils étaient là. Les lumières les plus proches dans l'obscurité, le premier arrêt sur toute carte imaginaire de la galaxie, un lieu naturel pour pointer un rêve. Mais ces dernières années, ce désir abstrait s'est vu offrir un objectif concret, car nous avons maintenant des preuves réelles qu'au moins une de ces étoiles pourrait ne pas voyager seule dans l'espace. Autour de lui et de son sombre compagnon rouge semblent exister des mondes. Le cas de la naine rouge Proxima Centauri est plus évident. Les astronomes ont confirmé qu'elle abrite ses propres planètes, dont une découverte en 2016, qui orbite dans la zone habitable de l'étoile, cette étroite bande de distance où les températures pourraient en principe
permettre à le haut liquide de se trouver à la surface d'un solide. Un deuxième monde, plus petit, a été confirmé par la suite sur une orbite plus resserrée et plus proche de nous. On a même aperçu des indices d'un troisième. Le genre de signal ténu qui réside dans l'espace inconfortable entre une véritable découverte et une erreur honnête reste encore sujet à débat, non confirmé. Mais le titre reste inchangé. L'étoile la plus proche de la nôtre n'est pas un point de lumière stérile et vide. Elle a une famille, et au moins un membre de cette famille se situe précisément dans la plage de température que nous avons tendance à entourer en rouge. Chaque fois que nous partons à la recherche d'endroits où la vie pourrait s'implanter, l'étoile Alpha Centauri, plus grande et plus brillante que le Soleil, est une cible bien plus difficile à repérer. Sa propre lumière et l'éclat de son proche compagnon tendent à masquer toute faible lueur orbitant à proximité. Mais en 2024, grâce au télescope spatial James Webb et à un masque spécial conçu pour masquer l'éclat écrasant des étoiles, les astronomes ont aperçu quelque chose. Un faible point de lumière infrarouge situé à environ 2 fois la distance Terre-Soleil de l'étoile. Lorsqu'ils ont regardé à nouveau début 2025, le point avait disparu, ce qui ressemble à un échec jusqu'à ce que l'on réalise qu'une planète sur une orbite allongée peut passer derrière ou devant son étoile et disparaître brièvement de la vue. L'équipe a donc fait preuve d'ingéniosité. Ils ont simulé des millions d'orbites possibles. Et de toutes ces mathématiques, un seul objet plausible a émergé. Une géante gazeuse d'une masse comparable à celle de Saturne, décrivant une longue trajectoire en boucle qui la maintient à une distance de son étoile comprise entre 1 et 2 fois la distance Terre-Soleil. Ici, la précision est primordiale. Permettez-moi donc d'être précis sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. Ce monde est une planète candidate, et non une planète confirmée. Elle a été entrevue, modélisée et défendue avec soin dans des articles scientifiques sérieux. Mais elle n'a pas encore été établie hors de tout doute raisonnable. Elle semble se situer dans la zone habitable de son étoile. Mais comme il s'agit vraisemblablement d'une géante gazeuse plutôt que d'une planète rocheuse, personne ne suggère qu'elle puisse abriter la vie telle que nous la connaissons. Et ses propres découvreurs ont eu la prudence bienvenue de préciser que la véritable épreuve reste à venir. Les astronomes pointeront à nouveau leurs instruments vers Alpha Centauri et attendront de voir si la particule réapparaît exactement là où les orbites le prévoient. Si cela se confirme, nous aurons peut-être confirmé l'existence de la planète la plus proche jamais observée directement autour d'une étoile semblable au Soleil. Sinon, cela risque de se dissoudre discrètement dans le bruit et les erreurs d'instrumentation. Ce candidat discipliné, et non la certitude, est précisément l'honnêteté que toute cette histoire va exiger de nous encore et encore. Mais remarquez tout de même ce qui s'est passé. Le système stellaire le plus proche a cessé d'être un simple panneau indicateur et a commencé à devenir un lieu composé de 3 soleils autour desquels gravitent au moins une poignée de mondes. L'une d'entre elles, nous pourrons bientôt la photographier suffisamment clairement pour lui donner un nom précis. Et plus une destination devient réelle, plus la distance qui la sépare de son but commence à faire mal. C'est une chose d'être séparé de rien en particulier. C'est tout autre chose d'être séparé par un gouffre presque incompréhensible d'un endroit que l'on pourrait désigner du doigt et que l'on aurait réellement envie d'atteindre. Alors, regardons enfin ce fossé de front. Cessons de nous cacher derrière des billions et des années-lumière et réduisons cette chose impossible à quelque chose d'assez petit pour tenir dans la main. Imaginez prendre tout notre système solaire planétaire, le Soleil au centre, et chaque planète jusqu'à la lointaine Neptune qui tourne autour, et réduire ce disque en rotation à la taille d'une petite pièce de monnaie d'environ 2,500 cm de diamètre, posée sur le bureau devant vous. À cette échelle, le Soleil n'est même pas un point visible. C'est à peine leur grain, situé exactement au centre de la pièce. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, tous ne sont que des points microscopiques invisibles, serrés les uns contre les autres près de ce grain. Les planètes géantes, Jupiter et Saturne, ainsi que les 2 géantes de glace situées au-delà, se déplacent près du bord de la pièce. Cette pièce, ce petit cercle de métal sous votre doigt, contient tout ce que la plupart des gens imaginent lorsqu'ils prononcent le mot « espace ». Chaque planète, chaque lune, chaque atterrissage, chaque robot, chaque photographie prise par l'humanité depuis la surface d'un autre monde, tout cela tient parfaitement dans cette pièce.
Maintenant, en gardant cette échelle fixe à son emplacement actuel, où se trouve l'étoile la plus proche qui tombe, ni sur le bureau, ni dans la pièce, ni dans le bâtiment. À cette échelle, Proxima Centauri se situe à environ 110 mètres, soit plus loin que la longueur d'un terrain de football, au-delà des murs de la pièce où vous vous trouvez. De l'autre côté de la rue, un peu plus loin, entre votre pièce et ce grain de maïs au loin, il n'y a rien. Pas d'autres pièces de monnaie en chemin, pas de borne à mi-chemin, pas d'île où se reposer, juste une vaste étendue noire et ininterrompue de bureaux, de trottoirs et d'air vide, avec un unique point d'étoile attendant silencieusement au bout. Et voici le détail qui devrait vous glacer le sang. Notre engin spatial le plus éloigné, l'objet le plus distant jamais lancé par l'homme après près de 50 ans de vol ininterrompu, n'a, à cette même échelle, dépassé la surface de la pièce que d'environ la largeur de votre main. Il n'a même pas quitté le bureau, et le voisin habite à 100 mètres plus loin sur la route. Ce vaisseau spatial a mérité le droit de rendre la distance réelle, car aucune analogie ne peut la rendre aussi concrète qu'une machine réelle. Il s'agit de Voyager 1, lancé en 1977, à une époque où les ordinateurs les plus rapides de la Terre étaient des millions de fois plus lents que le téléphone que vous avez dans votre poche. Depuis près de 5 décennies, il descend au-delà des orbites des planètes géantes, au-delà de la limite de la bulle magnétique du Soleil, dans le véritable espace interstellaire, le premier objet de fabrication humaine à franchir ce seuil particulier. Et ce n'est pas une procrastination. Voyager 1 se déplace à environ 17 km par seconde, non pas 17 km par heure, 17 km par seconde, soit environ 61 000 km par heure, assez rapide pour traverser l'ensemble des États-Unis en quelques minutes. Selon tous les critères humains dont nous disposons, Voyager 1 traverse l'obscurité plus vite que presque tout ce que nous avons jamais construit. Et en novembre 2026, Voyager 1 franchit une étape importante, qui de prime abord paraît magnifique. Il deviendra le premier objet fabriqué par l'homme à se trouver à une distance équivalente à une journée-lumière de la Terre, ce qui signifie qu'il sera aussi loin que la lumière peut parcourir en 24 heures. À ce moment-là, il se trouvera à près de 26 milliards de kilomètres de la Terre, soit plus de 5 fois la distance qui le sépare de la planète Neptune. Un signal radio émis par cette source et se dirigeant vers nous à la vitesse de la lumière mettra toute la journée à nous parvenir depuis Rive. Pour une machine construite avec une technologie des années 1970 et qui fonctionne désormais avec un filet d'énergie plus faible qu'une ampoule domestique, il s'agit d'un exploit qui frise l'absurde. Une journée complète de lumière. La lumière elle-même a besoin d'une journée entière pour combler la distance qui nous sépare de notre enfant le plus éloigné. Et maintenant, comparons ce triomphe à la distance qui nous importe réellement. Voyager 1, après un demi-siècle de vol, a atteint une journée-lumière. L'étoile la plus proche se trouve à plus de 4 années-lumière. Prenez un instant pour réfléchir au décalage entre ces deux unités, une par jour comparée à des années. Pour transformer un seul jour-lumière en une seule année-lumière, il faudrait le multiplier par 365. Pour atteindre Proxima, il faudrait plus de 4 années-lumière, soit bien plus de 1500 jours-lumière. Autrement dit, notre vaisseau spatial, le plus rapide, le plus lointain et le plus héroïque, celui que nous célébrons à juste titre à chaque étape importante, a parcouru jusqu'à présent un peu plus de 600e de 1% de la distance jusqu'à l'étoile la plus proche. Non pas 6%, mais 600e de 1%, soit environ une partie sur 1500 du trajet total après 50 ans, se déplaçant plus vite qu'une balle de fusil pendant toute la durée de l'opération. Et n'oubliez pas ce que représente réellement Voyager 1. Il ne s'agit pas d'un prototype abandonné ni d'une première tentative timide. Il s'agit du voyageur spatial le plus lointain, le plus long et le plus performant jamais produit par notre espèce, le summum de tout ce que l'ingénierie humaine a réussi à envoyer dans l'espace lointain au cours de toute l'histoire. Rien de ce que nous avons construit n'a jamais été aussi loin, aussi vite et aussi longtemps. Et ce champion, ce détenteur de records, ce meilleur résultat que nous ayons jamais obtenu, est pour ainsi dire aux portes de l'étoile la plus proche. Si notre plus grande réussite ne peut couvrir qu'une partie sur 1500 du voyage en 50 ans de vol, alors la distance n'est pas seulement grande. C'est une toute autre catégorie de choses. Un gouffre qui balaie d'un revers de main nos plus beaux efforts, comme s'ils n'avaient jamais existé. Et la situation empire discrètement car Voyager 1
n'est même pas dirigé vers Alpha Centauri. Il se laisse simplement porter par le courant, dans la direction où son voyage planétaire l'a propulsé. Et il errera dans la galaxie pendant des dizaines de milliers d'années, sans jamais s'approcher de notre plus proche voisin. Mais supposons qu'elle ait été lancée parfaitement, envoyée en ligne droite sans faute vers Proxima Centauri, en maintenant ce rythme de 17 km par seconde tout au long du trajet. Combien de temps durerait le voyage? Pas des siècles, pas quelques milliers d'années. Quelque chose comme 70 000 ans, plus près de 73 000 ou 75 000 selon le calcul habituel. 70 000 ans n'est pas un chiffre qui relève de l'ingénierie. C'est un nombre qui appartient à l'anthropologie. Cela correspond approximativement à la période qui nous sépare de l'époque où nos ancêtres ont commencé à se disperser hors d'Afrique. Peindre les parois des grottes et façonner les premiers outils que nous reconnaîtrions encore comme humains nous amène à réfléchir à ce que cela impliquait réellement. Si un groupe d'humains primitifs avait d'une manière ou d'une autre lancé un vaisseau spatial vers le siècle Proximus, à l'aube même de notre espèce, avant l'agriculture, avant l'écriture, avant la roue, avant tous les empires, toutes les langues et toutes les religions qui ont jamais existé, ce vaisseau serait encore là ce soir, continuant sa chute dans l'obscurité et n'arriverait toujours pas à destination. Chaque migration, chaque ville, chaque invention, tout ce qui est jamais arrivé aux êtres humains se serait déroulé pendant le transit de la sonde, et il lui resterait encore des milliers d'années de vol avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Il ne s'agit pas d'un voyage au sens ordinaire du terme. C'est une traversée plus longue que toute l'histoire de notre espèce, un parcours si long qu'on en distingue à peine l'extrémité. À ce stade, une objection tout à fait raisonnable se pose, et vous êtes peut-être déjà en train de la formuler. Voyager, pourrait-on dire, est ancien. Il s'agit d'une machine des années 1970, propulsée par des fusées chimiques et éjectée vers l'extérieur par la gravité des planètes qui passent. Bien sûr, c'est lent. Nous avons aujourd'hui de meilleures idées, des moteurs plus rapides, des conceptions plus audacieuses, des concepts sur les planches à dessin qui pourraient laisser voyager complètement immobile. Avec les technologies appropriées, 70 000 ans se réduisent assurément à quelque chose qu'une civilisation déterminée pourrait réellement envisager. Et cette objection est tout à fait justifiée. C'est en fait la question précise à laquelle tout penseur sérieux du voyage interstellaire a été contraint de se confronter directement. Mais la réponse n'est pas celle, rassurante, que vous espériez. Et c'est à partir de là que cette histoire commence à devenir vraiment étrange. Car un piège se cache derrière cette phrase innocente « Allez plus vite ». Notre intuition nous dit que la vitesse est la seule réponse. Si une vitesse de 17 km par seconde nous permet de parcourir 70 000 ans à une allure de tortue, alors aller 10 fois plus vite ou 100 fois plus vite nous offrira un voyage acceptable pour une civilisation humaine. Et oui, les calculs se simplifient, mais ils ne rétrécissent pas aussi gentiment que vous le pensez, et l'effort requis pour acquérir chaque nouveau gain de vitesse n'augmente pas progressivement, il explose. La distance qui nous sépare d'Alpha Centauri n'est pas un mur que l'on peut aplatir en appuyant plus fort sur l'accélérateur. C'est une distance tellement énorme que même des vitesses dont nous pouvons à peine rêver exigeraient encore une patience mesurée à l'échelle de plusieurs générations humaines. Et chaque tentative pour raccourcir le trajet nous oblige à payer un prix qui augmente bien plus vite que le temps que nous parvenons à récupérer. Nous en arrivons donc à notre première vérité dérangeante. L'étoile la plus proche n'est la plus proche que dans le sens où, parmi des centaines de milliards d'étoiles, elle se trouve tout en haut de la liste. À l'échelle d'une pièce de monnaie posée sur votre bureau, elle vous attend à 100 mètres de là, sans rien entre les deux. À l'échelle de notre vaisseau spatial le plus rapide, cela se situe plus de 1000 fois au-delà de ce que 50 ans de vol ininterrompu nous ont permis d'atteindre. À l'échelle d'une seule vie humaine, cela représente quelques 70 000 ans de voyage. Et nous avons atteint toutes ces impasses sans jamais sortir du domaine des vitesses que l'humanité a déjà atteintes. La prochaine étape évidente est donc d'aller plus vite, toujours plus vite, et de voir quelle portion de cette distance effroyable nous pouvons parcourir. Alors faisons exactement cela. Entreprenons les voyages les plus audacieux et les plus rapides que l'esprit humain ait jamais osé imaginer, et découvrons à quel point il peut nous rapprocher de l'étoile la plus proche. Nous avons terminé sur une promesse. Les mêmes promesses que chaque rêveur finit par faire lorsque les calculs deviennent cruels, se réalisent plus rapidement.
Voyager 1 est une pièce de musée dont le cœur nucléaire est propulsé par une réaction chimique et mis en orbite par la gravité des planètes qui passent à proximité. Et bien sûr, il rampe. Construisez quelque chose de mieux. Appuyez plus fort sur l'accélérateur. Et assurément, cette traversée monstrueuse de 70 000 ans se réduit à un chiffre qu'une civilisation déterminée pourrait raisonnablement supporter. C'est la pensée la plus naturelle au monde. Et c'est précisément dans ce but que cette pièce existe, la déconstruire. Car lorsqu'on analyse concrètement les chiffres relatifs à l'augmentation de la vitesse, non pas avec des moteurs imaginaires, mais avec les vitesses réelles que l'humanité a déjà atteintes, on découvre quelque chose que l'intuition ordinaire ne permet jamais de prévoir. La distance à l'étoile la plus proche ne cède pas facilement à la vitesse. Elle y résiste, l'absorbe, engloutit d'énormes multiples de vitesses et ne rend que de minuscules fragments de temps. Et pour comprendre pourquoi, il nous faut une règle différente de celle que nous avons utilisée jusqu'à présent. Pas une pièce de monnaie sur un bureau, une vie humaine. Alors fixons bien cette règle avant de commencer, car tout dans cette partie sera mesuré par rapport à elle. Vivez une longue et pleine vie humaine. Disons 80 ans, de la naissance à la mort, une durée de vie convenable et complète, selon toutes les normes que notre espèce ait jamais connues. Prenons l'exemple d'une génération humaine. L'écart entre un parent et un enfant est d'environ 25 ans. Et prenons l'ensemble de ce que nous appelons pompeusement l'histoire écrite. Chaque mot écrit, chaque empire, chaque dynastie, chaque nom dont nous nous souvenons encore, remonte à environ 5000 ans, pas plus loin. Ces 3 chiffres représentent la véritable échelle d'un être humain. Non pas l'année-lumière, non pas l'unité astronomique, une vie, une génération, les quelques milliers d'années de tout ce que nous avons pris la peine de consigner par écrit. Si on compare cela au voyage vers Alpha Centauri, la distance cesse d'être une abstraction et devient quelque chose qui pèse directement sur la forme de l'existence humaine. Recommencer, mais à la vitesse que nous connaissons déjà. Voyager 1 se déplace à environ 17 km par seconde et en visant parfaitement Proxima Centauri, elle arriverait dans les environs de 73 000 ans. Maintenant, mesurez cela non pas en années brutes, mais selon la règle que nous venons de construire. 73 000 ans, c'est plus de 900 vies humaines complètes, vécues les unes après les autres, du berceau à la tombe. Chacun transmet le flambeau à la suivante, comme une torche qui ne s'éteint jamais. Cela représente environ 3000 générations humaines, de parents à enfants, puis à petits-enfants, répétées jusqu'à ce que le nombre perde toute signification. Et cela représente environ 14 ou 15 fois la durée totale de l'histoire enregistrée. Chaque pharaon, chaque empereur, chaque révolution que nous avons relatée, empilée bout à bout plus d'une douzaine de fois, juste en face de notre étoile, jusqu'à l'étoile la plus proche. C'est le voyage à la meilleure vitesse de croisière jamais atteinte par l'humanité. 900 vies pour une seule traversée. Mais voyager, insistez-vous, est vieux et lent, et nous avons fait bien mieux depuis. Et c'est vrai, nous avons. N'allons donc surtout pas comparer l'étoile la plus proche à une sonde des années 1970. Comparons-le à l'objet le plus rapide, jamais construit par l'homme. Championne incontestée de la vitesse chez toutes les espèces, la sonde solaire Parker. Ce vaisseau spatial accomplit quelque chose que Voyager n'a jamais pu faire. Il plonge sans cesse droit vers le Soleil, utilisant la gravité de nos propres étoiles pour s'enflammer dans une frénésie. Et lors de ses passages les plus proches, elle a atteint une vitesse d'environ 190 km, soit quelque chose comme 690 000 km par heure. Rien de fabriqué par la main de l'homme n'a jamais évolué aussi vite. Il est plus de 10 fois plus rapide que Voyager. Si la vitesse brute permet de calculer la distance, c'est le meilleur résultat que nous ayons jamais obtenu. Pointez-le donc sur Proximus et Tauri et laissez-le faire. Que deviendra notre lenteur de 73 000 ans lorsque nous adopterons la machine la plus rapide de l'histoire de l'humanité? Elle diminue de façon véritablement spectaculaire jusqu'à environ 7000 ans. Et voilà le piège qui se referme en une seule phrase. Nous avons pris le joyau de la couronne de la propulsion humaine, un objet plus de 10 fois plus rapide que notre voyageur le plus éloigné, et le voyage jusqu'à l'étoile la plus proche dure encore 7000 ans. C'est encore plus long que toute l'histoire enregistrée. Si la sonde solaire Parker avait été lancée vers Proxima, à l'aube de la première écriture, en conservant cette vitesse record tout au long du trajet, elle ne serait pas encore à mi-chemin.
notre meilleur absolu, notre plus rapide possible, notre champion incontesté. Et cela permet de faire un voyage qui survit même à la civilisation elle-même. Et remarquez la tricherie que nous nous sommes discrètement permise, car elle ne fait qu'empirer les choses. La sonde solaire. Parker ne se déplace en réalité à cette vitesse d'aucune manière utile. Elle n'atteint les 190 km/s que pendant quelques brèves heures, au tout point le plus bas de sa chute vers le Soleil, empruntant cette vitesse à la gravité solaire, puis elle remonte et ralentit brusquement comme une pierre lancée avec force qui retombe inévitablement. Ce chiffre impressionnant ne correspond absolument pas à une vitesse de croisière. C'est une brève exubérance, une vitesse que la sonde ne peut maintenir et qu'elle n'a jamais été conçue pour maintenir. Pour envoyer quoi que ce soit vers Proxima à cette vitesse, il faudrait en quelque sorte mettre cette vitesse éphémère en bouteille et la maintenir intacte sur une distance de 4,25 années-lumière d'espace vide, un exploit que nous sommes totalement incapables d'accomplir. Et même si nous le pouvions, même en nous accordant gratuitement ce cadeau impossible, la réponse arrive toujours 7000 ans plus tard, l'univers cligne à peine des yeux. Voilà le schéma que l'intuition ordinaire ne saisit jamais. Alors, mettons-le pleinement en lumière et rendons-le indéniable. La vitesse et le temps sont certes inversement proportionnels, mais le rapport de force sur une distance aussi vaste est impitoyable. Et le souverain humain rend la punition évidente. Partez des 73 000 ans de voyager et commencez à acheter de la vitesse. Doublez-le. Construisez un moteur 2 fois plus performant que tout ce qui a jamais volé, et le voyage se réduit à environ 36 000 ans. Vous avez doublé la vitesse la plus élevée de l'histoire de l'humanité, et la traversée représente encore des centaines de vies humaines. Allez 10 fois plus vite que voyager, qui est déjà plus rapide que la vitesse de croisière de notre véritable champion. Et vous arrivez à près de 7000 ans, soit encore plus longtemps que tout ce que nous avons jamais écrit. Allez 100 fois plus vite que voyager, une vitesse qui n'existe que sur le papier, et le voyage finit par se réduire à environ 700 ans, soit 7 siècles. Mieux. Mais tout de même, l'écart entre l'apogée du Moyen-Âge et aujourd'hui représente un voyage ininterrompu si long que des langues entières naissaient et mouraient à bord du navire avant même son arrivée. Et c'est là que tout le problème se cristallise. Pour ramener ce voyage à une seule vie humaine, pour permettre à une personne de naître au moment du lancement et en tant que vieille femme, de voir Proxima Centauri se gonfler par le hublot avant de mourir, il faut aller environ 1000 fois plus vite que voyager 1, pas 2 fois, plus vite, non pas 10 fois, 1000 fois, et 10 000. 17 km/s font 17 000 km/s, ce qui représente une amélioration technique loin d'être modeste. Cela représente près de 6% de la vitesse de la lumière, 5,7% pour être exact, une vitesse tellement supérieure à tout ce que l'humanité a réalisé, ou qu'elle a les moyens de réaliser qu'elle mérite une toute autre discussion. Voilà le mur vers lequel cette partie vous a conduit. La distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche ne se réduit pas à l'échelle d'une vie humaine par de simples progrès, que ce soit grâce à de meilleures fusées, à la chimie des roches ou à une astuce gravitationnelle ingénieuse. Elle ne cède à la durée de vie qu'à une fraction de la vitesse de la lumière. Et atteindre une fraction de la vitesse de la lumière pose un problème d'une nature complètement différente et bien plus violente. Contemplez cette forme, car elle bouleverse tout l'instinct de départ. Nous avons entamé cette partie persuadés que la vitesse était la solution, que cette lenteur de 70 000 ans était simplement due à la lenteur des vieilles machines. Mais le ralentissement n'est pas du tout un problème lié à la machine, c'est un problème de distance. Toute amélioration raisonnable, réalisable et imaginable en matière de propulsion. Chaque facteur de 2, chaque facteur de 10, chaque facteur de 100 est englouti par 4 années-lumière et quart de vide, et ne donne en retour qu'un voyage encore mesuré en siècles ou en millénaires. Seules les vitesses relativistes peuvent vaincre le souverain humain, et ce ne sont pas des améliorations par rapport à ce que nous faisons actuellement. Il s'agit d'un saut dans le domaine de la physique que nous n'avons jamais abordé avec quoi que ce soit de plus lourd qu'une simple particule subatomique. Mais supposons un instant, que nous ayons fait la paix avec cette progression lente au lieu de la combattre. Imaginons que nous cessions d'exiger que chaque voyageur vive jusqu'à sa destination et que nous acceptions simplement que le voyage survive à tous ceux qui l'ont entrepris.
Voilà la logique honnête qui sous-tend la plus ancienne idée interstellaire de toutes, le vaisseau générationnel. Ne construisez pas un moteur plus rapide, construisez une promesse plus lente, lancement. Non pas une sonde, mais un monde, un vaisseau suffisamment grand pour accueillir une communauté vivante. Celui qui naît, vieillit et meurt en chemin, génération après génération, de sorte que ce sont les arrière-arrière-petits-enfants des fondateurs qui arrivent finalement. Il s'agit d'un concept, rien de plus. Aucun navire de ce type n'existe ni n'est proche de l'existence, et chaque élément de l'écologie fermée à l'ordre social reste fermement au stade de la conception. Mais en tant que mode de pensée, il révèle le véritable coût avec une clarté brutale. Parce qu'un vaisseau générationnel ne raccourcit pas la distance, cela change simplement qui paie. Faites passer le souverain humain au cours d'un tel voyage, et le bilan est astronomique. Même un vaisseau générationnel relativement rapide, se déplaçant bien plus vite que tout ce que nous pouvons construire actuellement, pourrait mettre plusieurs siècles à arriver, ce qui signifie que des dizaines de générations seraient conçues, vivraient des vies entières et mourraient à l'intérieur d'une coque métallique. Ils n'avaient jamais foulé le sol de la planète vers laquelle ils naviguaient et n'avaient jamais connu la planète que leurs ancêtres avaient quittée. Toute une chaîne d'êtres humains, des centaines, existerait uniquement comme le milieu d'un voyage, non pas le début qui l'a choisi, non pas la fin qui y arrive, mais l'immense étendue anonyme entre les deux, nés dans un couloir entre deux étoiles, sans aucun souvenir de l'un des mondes, et sans espoir d'atteindre l'autre de leur vivant. La distance ne disparaît pas sur un vaisseau générationnel. Elle est intégralement payée par des personnes qui n'ont jamais demandé à la payer. Et remarquez qu'une fois de plus, nous avons discrètement éludé la partie la plus difficile. Parler de génération revient à supposer qu'il serait possible de construire un monde capable de maintenir en vie une communauté d'êtres humains sans assistance pendant des siècles. Et cette hypothèse masque un problème tout aussi redoutable que la propulsion qu'elle tente d'éluder. Imaginez ce qu'un tel récipient hermétique devrait réellement faire. Il faudrait que ce soit un monde miniature, complètement autonome. Chaque bouffée d'air est purifiée et réutilisée. Chaque goutte d'eau bue, excrétée, purifiée, puis bue à nouveau. Chaque morceau de nourriture cultivée, mangé, composté, puis cultivé à nouveau. Arèche circule sans cesse depuis des centaines d'années, sans aucune livraison extérieure, et sans qu'un seul ingrédient irremplaçable ne vienne jamais à manquer. Nos expériences les plus ambitieuses sur des écosystèmes clos, menées ici sur Terre pour une poignée de personnes seulement, et pendant quelques années seulement, ont connu des difficultés, des échecs, et ont dû être sauvées de l'ère extérieure. Un vaisseau spatial ne pourrait jamais être sauvé de l'air extérieur, car il n'y aurait pas d'air extérieur, seulement la même atmosphère finie, circulant en boucle à travers les mêmes poumons et les mêmes feuilles depuis plus longtemps que la plupart des nations n'existent, et un système en boucle fermée comme celui-ci est fragile. Sur Terre, lorsqu'une récolte est mauvaise ou qu'une maladie ravage les cultures, c'est le reste du monde qui absorbe le choc. La nourriture viendra d'ailleurs le temps que les troubles se calment. À bord d'un navire scellé, il n'y a pas d'ailleurs. Un fléau qui ravage les récoltes, un défaut qui empoisonne l'eau, un lent déséquilibre qui permet à un gaz de s'accumuler tandis qu'un autre s'amenuise. Chacune de ces situations, dans un monde sans réserve ni ravitaillement, pourrait dégénérer d'un simple désagrément en une catastrophe sans aucune marge de manœuvre extérieure pour l'amortir. L'ensemble du système doit non seulement fonctionner, mais aussi fonctionner en parfait équilibre, s'autorégulant pendant une période supérieure à la durée de vie de la plupart des civilisations, la vie de chacun en dépendant chaque jour. La machinerie vivante ne représente que la moitié du problème. L'autre moitié, ce sont les gens. Et une petite population confinée s'avère fragile pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les moteurs. Une communauté à bord d'un tel navire ne saurait être trop petite, sous peine d'être minée par le lent travail du hasard. Et elle ne devait pas être trop grande, sinon le coût du transport de toutes ces bouches supplémentaires, à une fraction de la vitesse de la lumière, remonterait tout droit sur la courbe d'énergie impossible. Entre ces limites, il s'agit d'une bande étroite, un village de quelques centaines, peut-être quelques milliers d'habitants, des âmes qui doivent, génération après génération, préserver non seulement leur corps, mais aussi toutes les compétences dont leurs descendants auront un jour besoin. Comment réparer le réacteur? Comment cultiver les récoltes? Comment pratiquer la médecine?
comment gouverner le monde. Perdre un savoir-faire vital à cause d'une génération défaillante qui n'a pas su l'enseigner. Et il n'y a pas de bibliothèque qui se rend dans la ville voisine. Aucun expert à faire appel depuis un domicile qui absorbe tous les messages depuis des années. Soit ce savoir survit intact à bord de cette petite coque, fidèlement transmis de parents à enfants, le long d'une chaîne de centaines de maillons, soit il disparaît et avec lui peut-être la mission. Il existe même une circularité cruelle enfouie dans la taille d'un tel monde. Pour être véritablement autosuffisante pendant des siècles, la coque d'un navire ne peut pas être une flèche élancée. Elle doit supporter la masse d'un petit sol de biosphère pour y cultiver des plantes, suffisamment d'eau pour boucler le cycle, suffisamment d'air pour respirer, des ateliers, des matériaux de rechange et les matières premières nécessaires à la fabrication de pièces de rechange pour tout ce qui se casse. Tout cela représente du poids, et un poids énorme de surcroît. Mais chaque tonne supplémentaire est une tonne qui doit elle-même être accélérée vers les étoiles. Et nous avons déjà constaté à quel point le coût énergétique augmente de façon brutale avec la masse et la vitesse. Plus un navire est autonome, plus il devient lourd. Plus le navire est lourd, plus il est difficile de se déplacer rapidement. Plus il se déplace lentement. Plus le voyage dure longtemps. Et plus le voyage dure longtemps, plus le navire doit être autonome pour y survivre. Chaque exigence alimente la suivante, se resserrant comme un nœud qui se serre d'autant plus qu'on lutte contre lui. Un vaisseau générationnel ne se résume pas à un seul problème complexe. C'est un véritable nid de problèmes épineux, chacun aggravant les autres. Et chacun de ces calculs, chaque vie, chaque génération, chaque siècle que nous avons accumulé, a discrètement dissimulé un second problème. Une question que nous avons déjà soulevée et que nous ne pouvons plus ignorer. Nous ne cessons de dire « atteindre Alpha Centauri » comme s'il s'agissait d'un lieu unique, d'une porte que l'on franchit une seule fois. Ce n'est pas. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un système à 3 étoiles et qu'elles ne sont pas situées au même endroit. La plus proche d'entre elles, Proxima Centauri, est celle qui a secrètement servi de point de repère pour tous nos temps de trajet, car c'est la plus proche. Mais Proxima est considérablement éloignée de ses 2 sœurs plus brillantes, les 2 étoiles semblables au Soleil, Alpha Centauri A et B. Cet écart intérieur n'est pas négligeable. Proxima orbite autour de ce couple à une distance d'environ 1/5 d'année-lumière, soit quelque chose comme 13 000 unités astronomiques, 13 000 fois la distance entre la Terre et notre Soleil. Que cette distance intérieure rencontre aussi le souverain humain, car elle porte le coup de grâce au fantasme de l'arrivée. Imaginez qu'un équipage, contre toute attente, atteigne Proxima Centauri. Ils ont traversé le Grand Golfe. Ils se tiennent là où un équipage peut se tenir, dans le sens où il le peut, à l'étoile la plus proche. Ont-ils atteint Alpha Centauri? Seulement 1/3. Pour passer de Proxima à ce couple d'astéroïdes semblables au Soleil, ce saut intérieur d'1/5 d'année-lumière prendrait à lui seul, à la vitesse de voyager, quelque chose comme 3 ou 4 000 ans. Le trajet restant entre 2 membres d'un même système stellaire, la partie que nous omettons par commodité lorsque nous disons « voisin le plus proche », est à lui seul plus long que toute l'histoire enregistrée. Et même ces 2 étoiles semblables au Soleil ne constituent pas une cible unique. A et B tournent l'un autour de l'autre sur une orbite étirée qui les éloigne d'environ 11 à 36 fois la distance Terre-Soleil. Ainsi, atteindre l'un n'est pas la même chose qu'atteindre l'autre. Le système stellaire le plus proche n'est pas une destination. C'est un archipel dispersé de 3 soleils, et toucher l'une de ces îles vous laisse encore des traversées à venir plus longues que l'histoire humaine elle-même. Ainsi, le mot le plus proche, qui s'était déjà fissuré, se brise maintenant complètement sous le poids du temps. Il s'agit du plus proche fossé, de l'autre côté d'un golfe que notre machine la plus rapide mettrait 7000 ans à traverser. Elle est la plus proche à une distance qui engloutit une augmentation de vitesse 1000 fois supérieure et exige en retour une vie humaine complète. C'est le lieu le plus proche dont les 3 étoiles sont elles-mêmes séparées par des voyages plus longs que la civilisation. Toutes les méthodes honnêtes dont nous disposons pour le mesurer, que ce soit à l'échelle de vies humaines, de générations ou de l'ensemble du passé écrit, aboutissent au même verdict. Quelle que soit la vitesse que l'humanité ait réellement atteinte ou puisse atteindre par le biais du progrès ordinaire, l'étoile la plus proche
n'est pas un endroit où un être humain puisse se rendre. C'est un lieu vers lequel un être humain ne peut que tendre une longue et lente lignée de descendants, et espérer. Et pourtant, le calcul refusait sans cesse de nous laisser ailleurs que sur une seule sortie. Tous les chemins que nous avons empruntés, la sonde championne, le moteur doublé, le bond en avant multiplié par 100, même la patience mélancolique du vaisseau générationnel, pointaient toujours vers la même porte étroite. Le seul moyen de rendre l'étoile la plus proche accessible à un être humain est de se déplacer à une fraction réelle de la vitesse de la lumière. Pas 17 km/s, pas des vitesses de 190, 17 000, 30 000 ou 60 000 km/s. Là où les chiffres finissent par s'effondrer, heureusement. Là où 70 000 ans deviennent 70. Là où une personne pourrait plausiblement parcourir une distance supérieure à celle qu'elle pourrait parcourir au lieu de simplement la léguer. Voilà la Terre promise. C'est cette vitesse qui changerait tout. Mais rien dans cet univers n'est plus rapide que difficile. Et l'univers ne distribue pas gratuitement des fractions de vitesse de la lumière. Déplacer un vaisseau spatial à 6%, 12% ou un cinquième de la vitesse de la lumière ne se résume pas à construire un moteur légèrement meilleur. Il s'agit de déployer une énergie colossale, de survivre à un vide qui devient mortel dès qu'on le traverse assez vite, de résoudre un problème tellement négligé que la plupart des gens ne pensent même pas à le poser. Le problème est de savoir comment, une fois une telle vitesse atteinte, on pourrait s'arrêter. Nous avons donc trouvé notre porte, et elle s'ouvre sur quelque chose de bien plus étrange que la distance. Cela ouvre la voie au prix que l'univers exige pour la vitesse elle-même, et c'est à ce prix, à cette énergie, à cette protection, à cette visée et à ces terribles calculs de rupture que nous allons nous intéresser ensuite. Chaque chemin que nous empruntions menait à la même porte étroite. Si un être humain doit un jour naître près de notre étoile et mourir à portée de vue d'une autre, le vaisseau qui le transporte doit se déplacer à une fraction réelle de la vitesse de la lumière. Non pas 17 km/s, mais des vitesses de 17 000, 30 000, 60 000 km/s, là où 70 000 ans de progression lente se réduisent finalement à quelque chose qu'une seule vie peut contenir. Nous avons trouvé la porte. Maintenant, il faut payer pour le traverser. Et il s'avère que l'univers ne valorise pas la vitesse, comme notre intuition le laisse supposer. Il ne s'agit pas de faire payer un peu plus cher pour un peu plus. Il facture de manière féroce, exponentielle, à tous les niveaux simultanément. En matière d'énergie, de survie, d'objectifs, et concernant cette exigence à laquelle presque personne ne pense à penser avant qu'il ne soit bien trop tard. Cette partie, c'est la facture, et à la fin, la raison pour laquelle les voyages interstellaires restent un rêve et non une réalité planifiée, apparaîtra moins comme un échec d'ambition que comme un mur intégré à la structure même de la réalité. Commencez par l'énergie, car l'énergie est le péage que vous ne pouvez pas franchir en douce. Il existe une loi physique simple et impitoyable qui régit le coût du déplacement d'un objet. Et c'est ceci. L'énergie cinétique n'augmente pas proportionnellement à la vitesse. Elle augmente avec le carré de la vitesse. Écoutez cela lentement, car toute la tragédie y est contenue. Si vous voulez aller 2 fois plus vite, vous n'avez pas besoin de 2 fois plus d'énergie. Il vous en faut 4 fois plus. 10 fois plus rapide exige 100 fois plus d'énergie. 100 fois plus rapide exige 10 000 fois plus d'énergie. La facture n'augmente pas en fonction de votre accélération, ça explose. Et ce avant même que la relativité n'entre en jeu. Lorsqu'on pousse un vaisseau vers une fraction réelle de la vitesse de la lumière, les équations de la relativité rendent la courbe encore plus abrupte. Ainsi, plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus chaque infime fraction de vitesse consomme d'énergie, jusqu'à atteindre une demande qui, à la vitesse de la lumière elle-même, deviendrait infinie. Il ne s'agit pas d'un problème d'ingénierie. Il s'agit d'un calcul basé sur des principes physiques connus, aussi solides que tout ce que nous comprenons. Et cela signifie que la vitesse est la chose la plus chère que l'on puisse acheter dans cet univers. Attribuez-lui un chiffre avec tact, car c'est le chiffre qui compte. Prenons l'exemple d'un seul navire rudimentaire de taille conséquente, pas d'une flotte, pas d'une ville, juste un vaisseau d'1 millier de tonnes peut-être, modeste pour un engin destiné à transporter des êtres humains à travers l'obscurité. Poussons-la à seulement 1/10 de la vitesse de la lumière, bien en deçà des vitesses qui permettraient de sauver une vie humaine.
L'énergie cinétique emmagasinée dans ce vaisseau, à cette vitesse, représente une fraction substantielle de tout ce que la civilisation humaine produit. Durant une année entière, toutes les centrales électriques, tous les réacteurs, tous les barils de pétrole en combustion sur Terre ont été déversés dans un seul navire. Et c'est là le défaut théorique. L'énergie qui se transforme finalement en mouvement pur dans un monde parfait sans aucune perte. Les moteurs réels sont loin d'être parfaits. Ils gaspillent la majeure partie de ce qu'ils consomment sous forme de chaleur, de lumière et de gaz d'échappement inutiles. Si l'on tient compte de ces inefficacités, la véritable demande énergétique explose bien au-delà du minimum propre. Pour dépasser 1/10 de la vitesse de la lumière, ce qu'il faut précisément pour sauver une vie humaine, on se retrouve sur cette courbe de quadrature et le coût se multiplie sans cesse. L'énergie nécessaire pour propulser un vaisseau rudimentaire vers l'étoile la plus proche, à une vitesse permettant la survie, n'est pas une quantité qui nous fait défaut. C'est une quantité qui surpasse largement la production de toute notre espèce. C'est le fondement même de tout concept de propulsion. L'humanité a toujours esquissé, et cela vaut la peine de gravir les échelons de ces concepts pour voir comment chacun s'y rattache de front. Commencer par le tout bas de l'échelle, avec l'idée la plus audacieuse et la plus brutalement simple que quiconque ait jamais sérieusement conçue. À la fin des années 1950, une équipe de physiciens et d'ingénieurs de premier ordre, comprenant certains des esprits les plus brillants de l'ère atomique, a commencé à travailler sérieusement sur un concept appelé « Projet Orion ». Sa logique était d'une brutalité à couper le souffle. Si vous voulez déplacer quelque chose de colossal, ne construisez surtout pas un moteur délicat. Au lieu de cela, larguez des bombes nucléaires par l'arrière de votre vaisseau, une après l'autre, et faites-les exploser derrière une plaque massive absorbant les chocs. Chaque explosion s'abat sur la plaque et propulse le vaisseau tout entier vers l'avant. Puis une autre bombe, une autre poussée, et un autre martèlement arithmétique d'explosions atomiques, propulsant un vaisseau spatial à une vitesse prodigieuse. Ça paraît de la folie. Et pourtant, sur le papier, ça a presque fonctionné. Orion a été étudié avec une réelle rigueur pendant des années. Ses concepteurs ont fait les calculs, testé des maquettes propulsées par des explosifs conventionnels et se sont convaincus qu'un vaisseau propulsé par des impulsions nucléaires pourrait transporter d'énormes charges utiles à travers le système solaire et que des versions interstellaires étendues pourraient en principe atteindre quelques pourcents de la vitesse de la lumière sur un voyage de plusieurs siècles. Pour bien comprendre à quel point cette idée a été poussée, il faut savoir que ces concepteurs n'ont pas hésité à envisager les versions les plus grandes imaginables. Certains croquis, tout au fond, imaginaient des vaisseaux de la taille de petites villes, propulsés par des milliers de charges nucléaires libérées en séquence, dérivant pendant des siècles vers une étoile voisine. La plaque de poussée, cette grande dalle censée absorber chaque explosion, n'était pas non plus une simple formalité. L'équipe a travaillé d'arrache-pied pour déterminer comment une telle plaque pourrait résister aux impacts répétés d'une explosion nucléaire sans se vaporiser ni réduire le navire en miettes. Il s'agissait de calculs lucides, effectués par des personnes qui comprenaient les armes nucléaires mieux que presque personne d'autre. Mais Orion s'est heurté à des murs de toutes sortes. La plus immédiate était d'ordre juridique et moral. Faire exploser une longue série d'armes nucléaires dans l'espace se heurte de plein fouet aux traités qui interdisent précisément cela, signés en partie pour préserver le ciel du feu atomique. Et personne n'appréciait un lancement qui disperserait des retombées radioactives dans le ciel lors de son ascension. Et même en laissant tout cela de côté, un Orion interstellaire se heurtait à la même tyrannie que tout concept. Pour atteindre l'étoile la plus proche en moins de 1000 ans, il faudrait une quantité d'engins nucléaires si colossale, des milliers et des milliers de bombes, que le projet tout entier s'effondrerait sous son propre poids. Alors permettez-moi d'être précis, comme cette histoire se doit toujours de l'être. Le projet Orion a fait l'objet d'études approfondies et a été pris très au sérieux. Mais il n'a jamais été construit, jamais piloté, et à l'échelle interstellaire, il n'est jamais resté plus qu'un audacieux projet sur papier. C'est le premier échelon de l'échelle, et il frôle déjà le plafond de ce que la force brute peut acheter. Passons à la proposition la plus crédible parmi les solutions sérieuses, la fusion nucléaire, la même réaction qui allume le Soleil. Dans les années 1970, un groupe d'ingénieurs britanniques
a mené une étude approfondie appelée Projet Daedalus, un projet qui n'a jamais été réalisé pour une sonde sans équipage qui utiliserait des explosions de fusion contrôlées jusqu'à environ 12% de la vitesse de la lumière et se dirigerait vers une étoile proche. Un projet ultérieur, le projet Icare, a revisité et affiné ce même rêve de fusion. Il ne s'agissait pas de fantasmes griffonnés sur des serviettes, il s'agissait d'études d'ingénierie rigoureuses menées par des personnes sérieuses. Et même eux, à 12% de la vitesse de la lumière, décrivaient un survol sans équipage, à sens unique, s'étalant sur des décennies qui dépasseraient sa cible en quelques heures après avoir voyagé pendant un demi-siècle. Pas d'humains à bord, pas d'arrêt. Et les besoins en carburant mettaient à rude épreuve la crédibilité. Il faudrait exploiter d'immenses quantités d'une forme rare d'hélium que nous devrions essentiellement extraire des atmosphères des planètes géantes, car la Terre n'en contient pas suffisamment. C'est le côté optimiste de l'échelle. C'est le concept qui fonctionne le mieux sur le papier, et je dois être précis. Comme toute cette histoire l'exige, un système de propulsion par fusion de ce type n'a jamais été construit, jamais testé en vol, ni même démontré. Il s'agit d'une technologie proposée et non d'une technologie éprouvée. Montez plus haut et vous atteindrez la proposition concrète la plus audacieuse de notre époque, celle qui s'est le plus rapprochée d'un plan. Percer Starshot. Sa logique consistait à abandonner complètement le navire lourd. Ne transportez absolument pas de carburant. Laissez le moteur au sol. Construire un réseau colossal de lasers terrestres d'une puissance combinée d'environ 100 gigawatts. Et dirigez-le vers un essaim de minuscules sondes gécales, chacune traînant une voile réfléchissante délicate, pas plus lourde qu'une feuille de papier. Pendant quelques minutes fulgurantes, les lasers déversaient leur lumière sur ces voiles, et la simple pression de cette lumière propulserait le petit engin à environ 20% de la vitesse de la lumière, suffisamment vite en principe pour atteindre l'étoile la plus proche en une vingtaine d'années, au lieu de 70 000. C'était audacieux et pris au sérieux par des scientifiques sérieux. Mais au milieu de cette décennie, ce programme a été effectivement mis de côté, car il s'était discrètement heurté à ses propres difficultés et à son manque de financement, même si l'idée sous-jacente perdure dans des recherches plus récentes. Le concept perdure, le planning a disparu. Et notez ce que même le rêve dans son intégralité promettait. Non pas un navire rudimentaire, mais une flotte de jetons plus légers qu'une pièce de monnaie, précisément parce que le mur d'énergie rend l'accélération de tout objet plus lourd incroyablement coûteuse. Pour déplacer des personnes, il faudrait augmenter la puissance de ce laser de 100 gawatts selon des facteurs qui font passer le domaine de l'ingénierie à celui de la pure spéculation. Tout en haut de l'échelle se trouve le carburant le plus concentré que la physique permette, l'antimatière. Lorsque la matière rencontre l'antimatière, les deux sont complètement anéantis. Leur masse entière convertie en énergie selon une procédure qu'aucune autre réaction n'approche. Pound for round, le carburant le plus puissant que l'univers puisse offrir. Sur le papier, une poignée de cette substance pourrait propulser un navire à une vitesse relativiste. En réalité, l'humanité n'a produit qu'une infime quantité d'antimatière, quelques milliardièmes de grammes au total, assemblés atome par atome dans d'énormes accélérateurs de particules. À un coût qui en fait, gramme pour gramme, la substance la plus chère jamais créée, de manière presque inconcevable. Nous ne pouvons pas le fabriquer en quantité utile. Nous ne pouvons pas le stocker car il détruit instantanément tout récipient ordinaire au contact de celui-ci. Un vaisseau spatial à antimatière n'est pas un plan. C'est un espoir qui se déguise en plan. Et par honnêteté, je dois le qualifier précisément de hautement spéculatif, reposant sur des capacités que nous ne possédons pas et que nous n'avons aucune perspective d'acquérir. Et remarquez ce que nous n'avons invoqué nulle part sur cette échelle. Ici, il n'y a ni moteur à distorsion, ni trou de verre, ni raccourci supraluminique permettant de faire disparaître la distance. Cela relève de la fiction, pas de la physique. Et la physique est la seule chose sur laquelle ce navire peut naviguer. Le mur d'énergie à lui seul suffirait donc à nous arrêter. Mais supposons que nous nous accordions cette énergie gratuitement. Imaginez qu'un miracle bienveillant nous offre le pouvoir de propulser un vaisseau à 1/5 de la vitesse de la lumière, et ce gratuitement. Nous nous heurterions immédiatement au deuxième point de la facture. Et c'est une surprise que presque personne ne voit venir. À vitesse relativiste, l'espace vide cesse d'être vide. L'espace entre les étoiles n'est pas un vide parfait.
Il est faiblement hanté par des atomes d'hydrogène épars et par de rares grains de poussière en suspension, si peu nombreux qu'à l'échelle d'un laboratoire, on pourrait le qualifier de vide le plus fin imaginable. À allure de marche, à allure de vol, même à la vitesse de voyager, cette fine brume est totalement inoffensive. Vous ne le remarqueriez même pas. Mais n'oubliez pas que l'énergie augmente avec le carré de la vitesse. Et cette loi ne régit pas seulement votre navire, elle régit tout ce que votre navire rencontre. Traversez cette brume à 1/5 de la vitesse de la lumière, et le calcul devient mortel. Chaque atome d'hydrogène que vous frappez n'est plus une particule inoffensive. Il percute la coque, emportant avec lui l'énergie du choc, et à ces vitesses, une pluie constante d'atomes individuels se transforme en un souffle continu de rayonnement et d'érosion, sablant la face avant du vaisseau de manière microscopique mais implacable sur une distance de 4 années-lumière. Et les atomes sont la partie douce. De temps à autre, rarement mais inévitablement sur une telle distance, le vaisseau rencontre non pas un atome, mais un grain de poussière. Un fossé si petit qu'on pourrait le perdre dans une empreinte digitale. À 1/5 de la vitesse de la lumière, ce fossé invisible arrive avec la force d'une balle et une autre, légèrement plus grande, celle d'une petite explosion, frappant une coque qui n'a absolument pas le temps de réagir. Il ne s'agit pas d'une inquiétude hypothétique inventée de toutes pièces pour faire du sensationnalisme. C'est précisément pourquoi Breakthrough Starshot prévoyait d'envoyer non pas une seule sonde, mais un essaim de 1000. Un aveu tragique. Beaucoup seraient tout simplement déchiquetés en chemin, et la mission ne réussirait que si suffisamment de personnes survivaient à la traversée. Se déplacer assez vite pour sauver une vie humaine, c'est transformer le milieu le plus vide et le plus doux qui soit en un champ de tir, et passer tout le trajet à être la cible des tirs du vide lui-même. Et l'érosion ne représente que la moitié visible des effets de ce vent contraire. À 1/5 de la vitesse de la lumière, les atomes d'hydrogène que le vaisseau traverse ne font pas que racler la coque. Chacune arrive chargée d'une telle énergie que le vent qui s'abat se comporte moins comme de la poussière que comme une grêle de rayonnement intense. Un flux de particules suffisamment énergétique pour percer le métal ordinaire et atteindre ce qui se trouve derrière. Bloquer le souffle de sable est une chose. Bloquer un bain de rayonnement pénétrant qui se déverse sans relâche pendant toute la traversée est un tout autre problème, et bien plus complexe, car le blindage qui pourrait l'arrêter est lui-même un poids mort qu'il faut traîner jusqu'à 1/5 de la vitesse de la lumière, au même coup ruineux que tout le reste. La vitesse ne se contente pas d'égratigner le navire, elle l'irradie. Et une cruauté tout aussi grande existe dans l'autre sens. Un vaisseau spatial fonctionnel, son réacteur, ses moteurs. La chaleur de tout ce qui y vit dégage constamment de la chaleur, et cette chaleur doit bien aller quelque part. Sur Terre, nous répandons de la chaleur dans l'air et le sol sans même y penser. L'espace n'offre pas une telle clémence. Un vide quasi parfait est un isolant quasi parfait. Il n'emporte pratiquement rien par contact, et un navire ne peut se débarrasser de la chaleur que lentement, en la rayonnant dans l'obscurité. Faites tourner un moteur puissant à l'intérieur de ce vide isolant, et le vaisseau court l'étrange danger de se consumer de l'intérieur, alors même que le vent interstellaire le souffle de face, le brûlant à l'intérieur et l'irradiant à l'extérieur, simultanément, et le piège se resserre sur lui-même, comme tous les pièges de cette histoire. Plus vous volez vite pour raccourcir la traversée, plus le rayonnement que vous injectez dans la coque est intense, et plus votre moteur à bout de souffle déverse de chaleur dans un vide qui ne peut l'absorber. Ainsi, cette même vitesse que vous avez acquise pour gagner du temps exige encore plus de blindage, encore plus de refroidissement, encore plus de poids pour supporter la même courbe impitoyable. Cela aussi n'est pas de la spéculation, mais de la physique pure et simple. Encore une ligne sur une facture qui ne cesse de s'allonger. Accordez-nous une protection. Puis 2 blindages protègent tant bien que mal le navire contre les rafales de sable et les rares balles de l'obscurité. Nous arrivons au 3e point, plus calme que les autres, mais non moins impitoyable, le problème de la visée. Nous parlons de pointer un navire vers Alpha Centauri comme si l'étoile était une lampe fixe accrochée à un mur, attendant patiemment notre arrivée. Ce n'est absolument pas le cas. Alpha Centauri est en mouvement, dérivant dans le ciel, orbitant autour de la galaxie sur sa propre trajectoire, et étant 3 étoiles prises dans une lente danse gravitationnelle,
modifiant leur agencement interne année après année, tandis que Proxima et la paire semblable au Soleil tournent l'une autour de l'autre. Vous ne visez pas le centre d'une cible avec une fléchette. Vous lancez une fléchette sur une distance si immense que la lumière elle-même met 4 ans à la traverser, au centre d'une cible qui, elle-même, glisse latéralement tout le temps. Et vous devez viser non pas là où il est, mais là où il sera dans plusieurs décennies, lorsque votre navire arrivera enfin. Sur une distance de 4 années-lumière, une erreur d'une infime fraction de degré dans votre visée initiale ne vous déstabilise pas. Cela vous éloigne de l'ensemble du système de distance supérieure à celle de notre système solaire tout entier, vous faisant naviguer à jamais dans l'obscurité et le vide, sans carburant pour corriger votre trajectoire et sans personne à qui demander de l'aide. Et lorsque votre sonde arrivera, si elle arrive, elle devra trouver et photographier un minuscule monde spécifique niché près d'une étoile aveuglante, puis faire demi-tour et envoyer ces données sur une distance de plus de 4 années-lumière. Un signal si faible après avoir traversé ce gouffre que le capter constitue déjà un exploit en soi. La précision requise n'est pas celle d'un tireur d'élite. C'est la précision nécessaire pour enfiler une aiguille que l'on ne peut pas voir sur une table à l'autre bout d'un continent, alors que vous et l'aiguille êtes en mouvement. Et nous en arrivons maintenant au point de la facture que presque personne ne mentionne jamais. Celle qui discrètement défait tout le reste. Le problème de l'arrêt. Examinez à nouveau très attentivement ce que même notre concept le plus audacieux promettait réellement. Breakthrough Starshot n'a jamais eu pour objectif de visiter l'étoile la plus proche. C'était une mission que de le survoler. Ces sondes Graham Scale, après avoir passé 20 ans à traverser l'obscurité, traverseraient tout le système Alpha Centauri en quelques heures, capturant toutes les images et mesures qu'elles pourraient recueillir lors de ce bref passage fulgurant, puis s'envoleraient de l'autre côté, sans jamais ralentir, sans jamais revenir, poursuivant leur course dans la galaxie pour toujours. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Et il ne s'agissait pas d'un oubli. C'était un aveu inscrit dans la conception, car s'arrêter est, en fin de compte, plus difficile que de commencer. Voici pourquoi la casse est le monstre caché. Chaque parcelle d'énergie que vous avez investie pour accélérer votre vaisseau jusqu'à 1/5 de la vitesse de la lumière est toujours présente à votre arrivée, intégrée au mouvement du vaisseau. Et pour y mettre fin, il faut tout éliminer. Ralentir ne signifie pas s'arrêter en douceur. C'est l'œuvre violente et destructrice de l'accélération, répétée une seconde fois en sens inverse. Ce qui signifie qu'il faut au minimum doubler le budget énergétique de départ, déjà colossal pour la civilisation. Payer la facture exorbitante 2 fois. Mais c'est pire qu'un simple doublement, compte tenu du moment où les 2 paiements sont dus. Au moment du lancement, vous aviez une planète entière derrière vous. Des réseaux de lasers ancrés au sol, des dépôts de carburant, toute la puissance industrielle de la Terre pour vous propulser en avant. À votre arrivée, vous n'aurez rien de tout cela. Aucun réseau de lasers ne vous attend à Alpha Centauri pour vous rattraper. Il n'y a pas de station de ravitaillement en orbite autour de Proxima. Tout ce dont vous avez besoin pour perdre 1/5 de la vitesse de la lumière, vous devez l'avoir transporté avec vous tout au long du trajet, ce qui alourdit le vaisseau, ce qui augmente considérablement le coût de l'accélération initiale, ce qui fait remonter l'énergie de lancement dans la courbe de croissance quadratique. Chaque demande alimentant la suivante, sans fin. Toute idée sérieuse pour résoudre ce problème, qu'il s'agisse de déployer une vaste voile magnétique pour freiner le fin gaz interstellaire ou d'utiliser la lumière et la gravité des étoiles cibles pour réduire leur vitesse, reste fermement ancrée dans le domaine de la spéculation, non testée et non réalisée. Et nous arrivons ainsi à la phrase qui résume parfaitement cette situation absurde. On peut tout juste imaginer jeter quelque chose vers l'étoile la plus proche. Nous n'avons aucune idée de comment l'arrêter là. Et même si nous résolvions tous ces problèmes, l'énergie, le blindage, la visée, la rupture, il resterait une dernière exigence fastidieuse et répétitive que le vide impose gratuitement. Le navire doit continuer à fonctionner tout au long du trajet. Un voyage vers l'étoile la plus proche, à une vitesse permettant la survie, est un périple d'au moins plusieurs décennies. Et chaque heure se déroule dans un environnement activement hostile, aux machines balayées par les rayons cosmiques, privées d'énergie et de chaleur, et absolument irréparable. Il n'y a pas d'équipe de secours. Il n'existe pas de pièces de rechange.
Il n'existe aucun ingénieur que l'on puisse envoyer réparer un composant défectueux à 4 années-lumière de l'atelier le plus proche. Nous disposons d'une seule machine ayant fonctionné en continu dans l'espace lointain pendant une durée comparable. Et c'est instructif précisément parce que c'est notre champion. Voyager 1, volé depuis 1977, est une merveille. Et c'est aussi une espèce qui s'éteint lentement. Ces instruments s'éteignaient un à un pour économiser le mince filet d'énergie qui s'épuisait. Ces systèmes se détériorent progressivement au fil des décennies. Maintenus en vie uniquement grâce à des ingénieurs qui, par-dessus le vide, proposent des solutions ingénieuses, car elles restent encore assez proches pour nous entendre. Un vaisseau spatial relativiste ne disposerait pas d'une telle bouée de sauvetage. Il faudrait qu'il fonctionne pendant des décennies avec une fiabilité quasi parfaite, entièrement en autonomie, chaque système critique étant soit irréprochable, soit fatalement redondant, car la première panne irrémédiable signifierait la fin de la mission. Et s'il y a un équipage, c'est la fin. Pour eux. Nous avons du mal à construire une voiture qui puisse rouler sans entretien pendant 30 ans sur une allée. Il s'agit d'une demande d'un tout autre ordre. Et maintenant, avant de faire le total, il y a un détail vraiment étrange à ajouter à cette liste. Le seul élément qui ne pénalise pas le voyageur mais le favorise. Jusqu'à présent, la vitesse ne nous a coûté que des inconvénients. Énergie, blindage, visée, fiabilité, tout cela se ligue contre nous. Mais à une fraction réelle de la vitesse de la lumière, l'un des faits les plus profonds de toute la physique entre discrètement en jeu. Et pour une fois, cela joue en faveur de l'équipage. Le temps ne s'écoule pas au même rythme pour un voyageur pressé que pour le monde qu'il laisse derrière lui. Il ne s'agit pas d'une métaphore, ni d'une spéculation. Il s'agit d'une physique mesurée et confirmée, testée d'innombrables fois sur des particules qui vivent sensiblement plus longtemps lorsqu'elles sont projetées à travers des accélérateurs à une vitesse proche de celle de la lumière et sur des horloges atomiques embarquées à bord d'avions qui atterrissent légèrement désynchronisées par rapport aux horloges restées au sol. Bougez assez vite et votre propre horloge biologique, votre propre rythme cardiaque, votre propre vieillissement, tout cela ralentit légèrement par rapport à ceux qui restent immobiles. Pour un vaisseau spatial, cela signifie que l'équipage vieillirait moins vite que la durée du voyage, mesuré depuis la Terre, et cela ressemble de prime abord à l'issue de secours que nous recherchions depuis le début. Un moyen de contourner les temps de voyage exorbitants pour permettre à un équipage de traverser l'obscurité sans presque vieillir. Mais l'honnêteté, comme toujours, exige le chiffre précis. Et ce chiffre précis est démoralisant. L'effet ne devient puissant que lorsqu'on s'approche véritablement et férocement de la vitesse de la lumière, à un souffle de celle-ci. Aux vitesses que nos concepts les plus audacieux atteignent réellement, environ 1/5 de la vitesse de la lumière, la clémence qu'ils accordent est réelle mais modeste. L'équipage ne vieillirait que d'environ 2% de moins que la Terre au cours de la traversée. Sur un voyage de 20 ans, cela représente un gain de quelques mois. Cela vaut certainement la peine d'être possédé, mais c'est loin d'être suffisant pour transformer un voyage impossible en un voyage confortable. Il y a un autre pli replié à l'intérieur, une préfiguration discrète des difficultés que nous rencontrerons plus tard. Comme le temps s'écoule lentement en croisière, un voyageur rapide arriverait et constaterait que sa destination et son domicile ont légèrement vieilli plus que lui. Les deux extrémités du voyage ne seraient pas simplement éloignées l'une de l'autre dans l'espace. Ils se désynchroniseraient légèrement avec le temps lui-même. Les déménageurs vieillissent un peu moins que l'alambic. À 1/5 de la vitesse de la lumière, la différence est infime. Mais c'est une réalité, et cela laisse entendre que la vitesse n'allonge pas seulement la distance entre deux mondes. Cela peut même très légèrement les déstabiliser. Pour que la dilatation du temps soit vraiment spectaculaire, pour réduire une traversée de 10 ans à quelques années ressentie à bord du vaisseau, il faudrait voyager à 90%, 99% ou 99,9% de la vitesse de la lumière. Et là, le paradoxe nous ramène au piège que nous connaissons déjà, car ces vitesses se situent sur la partie la plus abrupte de la courbe d'énergie, là où le coût de chaque infime gain de vitesse supplémentaire frôle l'impossible. Plus vous allez vite, plus la dilatation du temps vous aidera, et plus cette vitesse deviendra absurdement et ruineusement inabordable. L'univers offre sa miséricorde,
et la rend inaccessible dans le même souffle. Ainsi, même cette loi de la physique, qui semblait être du côté du voyageur, finit par approfondir la même leçon. La distance ne se plie pas pour nous. Même le temps ne se plie pas assez pour nous sauver, à moins que nous soyons prêts à payer un prix qui ne fait qu'augmenter à mesure que nous le demandons. Étalez donc la facture complète sur la table et lisez le total. Pour atteindre l'étoile la plus proche au cours d'une vie humaine, il faut atteindre une fraction de la vitesse de la lumière. Pour atteindre une fraction de la vitesse de la lumière, il faut déployer une énergie qui surpasse largement la production de toute la civilisation humaine et la payer une seconde fois pour s'arrêter. Il faut blinder un vaisseau contre un vide qui devient mortel dès qu'on le traverse à une vitesse suffisante. Vous devez viser à 4 années-lumière une cible mobile à 3 étoiles, avec une précision telle que la moindre erreur est punie d'un exil éternel dans les ténèbres. Et vous devez construire une machine qui fonctionne parfaitement, sans réparation, seule pendant des décennies, dans l'environnement le plus hostile qui soit. Aucun de ces problèmes n'est résolu. Plusieurs d'entre elles sont peut-être tout simplement insolubles. C'est pourquoi l'étoile la plus proche, malgré tous nos rêves, n'a pas de date de départ. Non pas par manque de volonté, mais parce que l'univers a fixé un prix exorbitant, bien au-delà de ce qu'un seul monde peut payer. Et pourtant, supposons qu'une humanité future, plus riche, plus intelligente et plus patiente que nous ne pouvons l'imaginer, ait d'une manière ou d'une autre payé chaque ligne de cette facture impossible. Supposons qu'ils aient rassemblé l'énergie nécessaire, survécu à l'explosion de sable, parcouru 4 années-lumière avec l'aiguille des roues et, plus miraculeux encore, se soient arrêtés, plaçant un vaisseau vivant en orbite autour d'un monde orbitant autour de l'étoile la plus proche. Supposons qu'ils aient franchi cette distance effroyable et qu'ils aient gagné. On pourrait croire que ce serait la fin de l'histoire, que cette arrivée, si chèrement acquise, comblerait enfin le fossé et mettrait un terme à tout ce cauchemar. Non, car la distance qui nous sépare d'Alpha Centauri ne disparaît pas dès que l'on arrive à Alpha Centauri. Cela se transforme en autre chose, quelque chose de plus calme, et à sa manière bien pire, et les voyageurs qui avaient traversé toutes ces années-lumière découvriraient, dès leurs premières heures de voyage, que le gouffre qu'ils croyaient avoir vaincu s'étendait toujours derrière eux, intact, permanent, et sur le point de remodeler chaque message, chaque décision et chaque vie humaine sur ces deux rives. Voilà la découverte qui vous attend de l'autre côté. C'est là que nous allons en dernier. Offrons-leur le miracle. Après tout cela, après une énergie qui surpasse la civilisation, un vide abyssal, ils ont miraculeusement survécu, l'aiguille enfilée sur 4 années-lumière, l'arithmétique impossible de l'arrêt. Admettons simplement qu'une humanité future ait payé la facture entière et ait gagné. Imaginez ce moment. Un vaisseau lancé il y a des générations depuis un monde bleu orbitant autour d'une étoile jaune glisse finalement lentement sur une orbite autour d'une planète située près de l'étoile la plus proche. Les moteurs qui ont lutté si longtemps pour réduire la vitesse terrible du navire se taisent. À travers les fenêtres, un nouveau soleil se lève dans l'obscurité. Peut-être l'or chaud et familier d'Alpha Centauri, si semblable à l'étoile laissée par leurs ancêtres qu'il est presque douloureux de le regarder. Sous leurs pieds se déploie un monde qu'aucun œil humain n'a jamais vu d'aussi près. Ils l'ont fait. Ils ont franchi cette distance terrifiante. Tous les calculs à tous les niveaux de cette histoire indiquaient que c'était impossible, et ils l'ont fait quand même. Le cauchemar est enfin terminé. Le chemin si chèrement parcouru est enfin derrière eux. Ce n'est pas. Et les voyageurs l'apprennent dès leurs premières heures de voyage. Quand quelqu'un à bord fait la chose la plus naturelle qui soit, il envoie un message à sa famille. Nous avons réussi. Nous sommes là. Nous sommes vivants. Ils pointent leur émetteur dans la direction d'où ils viennent, vers un point pâle perdu dans l'obscurité. Et ils ont transmis le message à la vitesse la plus rapide que l'univers permette, la vitesse de la lumière, la même vitesse qui régit chaque onde radio, chaque impulsion laser et chaque signal imaginable qui puisse exister. Et à cet instant précis, au moment où, le message s'envole, la véritable nature de la distance se révèle. Car ces mots triomphants, nous sommes ici, n'atteindront pas la Terre aujourd'hui, il n'atteindra pas la Terre cette année. Il parcourra la même distance de 4,25 années-lumière que le vaisseau a parcouru à la vitesse de la lumière, et il arrivera sur Terre plus de 4 ans après son départ. Les personnes à l'origine de cette mission devront attendre plus de 4 ans à contempler un ciel vide,
avant d'apprendre qu'elle a réussi. Et l'équipage qui l'aura envoyé devra attendre plus de 8 ans avant que le message n'arrive et qu'une réponse ne parvienne avant d'entendre une seule voix humaine répondre. Voici la découverte qui vous attend de l'autre côté du miracle. Et c'est le tournant le plus cruel de toute l'histoire. Le chemin vers Alpha Centauri ne s'arrête pas à votre arrivée. Ce n'est plus un mur à franchir, mais un retard qu'on ne peut plus surmonter. Vous pouvez conquérir l'espace, y déverser votre énergie, survivre à la traversée, arrêter le vaisseau. Mais il existe une seconde distance cachée à l'intérieur de la première, faite de temps pur, et celle-ci est immunisée contre toutes les ruses que vous avez utilisées sur la première. Aucun moteur plus performant ne lui arrive à la cheville. Aucun navire de rocher ne raccourcit le trajet. Des fusées plus rapides, des antennes plus grandes, des émetteurs plus sophistiqués, tout cela n'a absolument aucune importance car le message se propage déjà à la seule vitesse qui existe, la limite cosmique absolue. Et même cela est loin d'être assez rapide. Rappelons que 4 années-lumière constituent une mesure de distance, mais aussi, inévitablement, une mesure du temps minimum que tout mot doit passer en vol. La lumière des étoiles que vous pourriez apercevoir ce soir nous a quittés il y a 4 ans, et chaque message que vous envoyez ou recevez de là-bas hérite de ce même exil de 4 ans. L'écart n'est pas derrière les voyageurs. Elle est immuable, inscrite à jamais dans chacune de leurs tentatives pour s'adresser au monde qui les a créés. Soyons précis quant à la forme de ce retard, car c'est la précision qui le rend réel et non simplement poétique. Un message provenant d'une colonie de Proxima Centauri est destiné à la Terre, mais plus de 4 ans à arriver. Disons 4 ans et quart, aller simple. Si les habitants de la Terre rédigent immédiatement une réponse dès qu'ils la reçoivent, cette réponse met encore 4 ans et 30 mois à parvenir à destination. Le délai aller-retour le plus rapide possible entre une question posée et une réponse reçue est donc d'environ 8 ans et demi. Et cela avant même qu'un seul être humain ait passé une seule seconde à réfléchir à la manière de réagir. Ajoutez le temps humain normal nécessaire pour lire, réfléchir, discuter et décider. Et un simple échange, que devons-nous faire? La réponse, voici ce que vous devriez faire, prend en réalité 9 ans ou plus entre la question et la réponse. 9 ans. Tel sera le rythme de toutes les conversations que ces deux branches de l'humanité pourront jamais avoir. Non pas un délai qu'on attend avec impatience, comme on attendrait une réponse tardive, un délai plus long que l'enfance, un délai pendant lequel une personne pourrait poser une question, vieillir sensiblement et attendre encore lorsque la réponse arrive enfin. Maintenant, observez comment ce simple fait se propage dans tous les aspects de la vie du colon, car il ne reste pas poliment confiné à la salle radio. Cela s'étend à tout. Considérons d'abord le cas le plus simple et le plus brutal, une urgence. Un problème survient lors de la colonisation, une panne dans le mécanisme qui leur permet de respirer, une maladie que personne à bord ne sait soigner, une catastrophe imprévue. Sur Terre, en cas de crise, il y a toujours quelqu'un à appeler. Cet instinct est si profondément ancré en nous que nous oublions que c'est un luxe que procure la proximité. À Alpha Centauri, les colons peuvent appeler. Bien sûr que oui. Ils peuvent diffuser leur message d'urgence vers la Terre à la vitesse de la lumière. Un appel désespéré lancé dans l'obscurité, et cet appel parviendra sur Terre plus de 4 ans après le début de la crise. Les meilleurs experts de la planète peuvent se réunir, analyser le problème et transmettre tout ce qu'ils savent. Et leur réponse parviendra à Alpha Centauri, plus de 4 ans plus tard. Lorsque les colons recevront enfin l'aide, les conseils ou les paroles de réconfort de leur famille, plus de 8 ans se seront écoulés. Quelle que soit la nature de l'urgence, elle se sera résolue depuis longtemps d'elle-même. D'une manière ou d'une autre, les personnes qui avaient besoin d'être secourues se seront soit sauvées elles-mêmes sans la Terre, soit elles seront mortes, et la Terre ne le saura même pas pendant des années, et enverra ses conseils inutiles et bienveillants dans un silence qui aura déjà tout décidé. Assumez pleinement ce poids, car il nous dépouille du dernier réconfort secret que nous conservons quant à l'exploration. Chaque frontière franchie dans la histoire de l'humanité, aussi lointaine soit-elle, a conservé un lien ténu avec le reste du monde. Un espoir de sauvetage, de ravitaillement, de renfort, ou à tout le moins la certitude que de l'aide arrivait, même lentement. Un navire perdu en mer peut encore être retrouvé. Une base au pôle pourrait encore être atteinte.
Un astronaute en orbite est tout au plus à quelques jours et un coup de téléphone de chez lui. Alpha Centauri rompt ce lien définitivement et complètement. Aucun secours ne peut arriver à temps car la nouvelle même du problème ne peut parvenir à temps. Il n'y a pas de ravitaillement car un navire de ravitaillement mettrait des décennies à traverser le Golfe. Il n'y a ni renfort, ni évacuation, ni intervention de dernière minute de la part du monde qui les a envoyés. Les colons le sont au sens le plus total que le mot ait jamais eu. Seul, pas solitaire, qui est un sentiment, mais seul qui est un fait physique. Ce qui leur arrive sans aide. La Terre ne pourra jamais être qu'un témoin de leur situation d'urgence et un témoin arrivant 4 ans trop tard, assistant à un incendie qu'elle est incapable d'éteindre. Et ce n'est pas seulement l'aide qui ne peut arriver, rien de matériel ne le peut. Il est important de distinguer deux choses que l'on a tendance à regrouper, car le Golfe les traite très différemment. Une information, un message, une image, un avertissement, un dessin peuvent au moins franchir la distance, même si cela prend plus de 4 ans, car l'information peut être portée par la lumière elle-même, mais la matière ne peut pas voyager sur la lumière. N'importe quel objet matériel, une pièce de rechange, un médicament, un outil, un simple sac de grains, devrait être jeté par-dessus le même gouffre impossible que le navire d'origine, au même coût ruineux et sur la même période de plusieurs décennies. Concrètement, cela signifie qu'une fois la colonie fondée, aucune marchandise ne circulera plus jamais entre les deux mondes. Jamais, jamais. Il n'y aura aucun commerce, aucune importation, aucun envoi, aucun réapprovisionnement d'aucun bien matériel sur cette distance. Tant que ces deux mondes existeront, prenons un instant pour réfléchir à l'ampleur de cette situation, car rien dans l'histoire de l'humanité ne nous y prépare. Toutes les sociétés que nous avons bâties ont dépendu des autres pour obtenir ce qu'elles voulaient. Aucune ville ne se nourrit d'elle-même. Aucun pays ne conçoit, ne développe et ne fabrique tout ce que son peuple touche. Notre civilisation tout entière est un vaste réseau d'échanges. Cette terre produit les aliments. L'une pompe le carburant, une autre forge le métal, une quatrième construit les machines, et les marchandises circulent sans cesse le long des fils de ce réseau, de sorte qu'aucun endroit n'est jamais à tout fabriquer. Une colonie à Alpha Centauri serait complètement et définitivement exclue de ce réseau. Elle pourrait recevoir des connaissances venues de la Terre, instructions, découvertes, plans d'une nouvelle machine, le tout transmis sous forme de lumière patiente, mais elle ne pourrait jamais recevoir la machine elle-même. Si les colons voulaient cet objet, ils devraient le construire de toutes pièces à partir des matières premières que leur monde pouvait leur fournir, en utilisant uniquement les outils qu'ils avaient déjà fabriqués à partir des outils précédents. Prenons l'exemple d'une chose aussi banale qu'une pièce défectueuse dans un système de maintien en vie. Le même genre de panne que, sur Terre, un technicien répare en un après-midi avec une pièce de rechange prise sur une étagère. Dans ce village, il n'y a ni étagère, ni usine de l'autre côté de la ville, ni fournisseur par téléphone. Si les colons n'avaient pas déjà en leur possession une pièce de rechange, la machine permettant d'en fabriquer une ou la machine permettant de fabriquer cette pièce, alors la pièce cassée ne peut tout simplement pas être remplacée. Ni lentement, ni à grands frais, ni jamais. Car l'endroit le plus proche capable de fournir cette ressource se trouve à 4 années-lumière écart. Et aucune opération de ravitaillement ne peut combler cet écart à l'échelle humaine. Dans l'histoire de l'humanité, chaque colonie pouvait en dernier recours commander chez elle ce qui lui manquait et attendre les chariots ou les navires. Celui-ci pourrait envoyer des colis chez lui et attendre encore et encore, sans qu'aucun navire n'arrive jamais. L'attente ne serait rien d'autre que le reste du temps. Cela impose un degré d'autosuffisance complet qu'aucune communauté humaine n'a jamais approché. La colonie devrait posséder sa propre ferme, sa propre fonderie, sa propre mine, son propre laboratoire et sa propre usine, pour tout, du plus grand réacteur à la plus petite vis. Chaque élément dont sa civilisation avait besoin, elle devait le localiser et l'extraire localement, car aucun atome ne serait jamais importé de chez elle. Chaque artisanat, chaque industrie, chaque compétence spécialisée que les milliards d'êtres humains se répartissent sans difficulté devrait être préservée. Sur Terre, si une seule usine dans un seul pays cesse de fabriquer un composant vital, le reste du monde peut, moyennant des efforts, le fournir. À Alpha Centauri, il n'y a pas de reste du monde. Il n'y a que le règlement.
Et ce que l'accord ne peut pas apporter, il ne l'aura tout simplement jamais fait. L'isolement est donc plus profond encore que l'absence de secours. C'est l'absence de toute la chaîne matérielle vitale que chaque société humaine a toujours tenue pour acquise. La Terre peut envoyer des idées à ses enfants lointains à travers les années-lumière. Et elle peut leur envoyer de l'amour et le savoir accumulé de toute l'espèce, mais elle ne pourra plus jamais leur envoyer un seul objet physique qu'ils puissent tenir entre leurs mains. Dès son arrivée, la colonie ne se contente pas de s'auto-gérer et de se défendre. Elle fabrique son monde entier seule, à partir de terres et de minerais locaux, sans aucune livraison et sans aucune possibilité de livraison. À chaque époque d'expansion humaine, une colonie était un lieu qu'il fallait approvisionner. Il s'agirait d'une colonie qui, de par le simple calcul de la distance, ne pourrait jamais être approvisionnée. Et de ce constat brut d'un isolement inaccessible, quelque chose de profond et d'inévitable commence à naître. Quelque chose qui remodèle non seulement la façon dont les colons survivent, mais aussi ce qu'ils deviennent. Imaginez ce que signifie gérer une colonie lorsque chaque instruction du siège est obsolète de plus de 4 ans à son arrivée. Imaginez la Terre, dans sa sagesse, envoyant une directive. Faites ceci, construisez cela, décidez de la suite. Lorsque ces mots traverseront le Golfe et atteindront la colonie, plus de 4 ans se seront écoulés. La situation pour laquelle cette directive a été rédigée n'existe plus. Les personnes auxquelles ce message était adressé avaient évolué, s'étaient adaptées, avaient fait face à une centaine d'événements que la Terre ne pouvait pas connaître, soit parce que ces événements ne s'étaient pas encore produits, soit parce qu'ils s'étaient produits, mais que leurs nouvelles continuaient de ramper dans l'obscurité, sans être encore parvenues à destination. Chaque commande passée depuis chez soi décrit un monde qui a déjà disparu. Chaque commande répond à une question posée il y a plus de 4 ans et qui est depuis longtemps devenue obsolète. La Terre n'est pas simplement lente à réagir. La Terre est structurellement incapable de gouverner quoi que ce soit à Alpha Centauri, car la gouvernance exige la connaissance du présent. Et le présent d'Alpha Centauri est quelque chose que la Terre ne pourra jamais posséder. Elle ne peut connaître que le passé de la colonie, et inévitablement, un passé vieux de plus de 4 ans. Les colons ne peuvent donc pas attendre la Terre. Non pas parce qu'ils sont rebelles, non pas parce qu'ils en veulent à leur monde d'origine, mais parce que les lois de la physique ne leur laissent absolument aucun autre choix pour survivre. Ils doivent décider maintenant, en toute autorité et avec les moyens dont ils disposent. Car l'alternative serait de geler les choses pendant 9 ans, en attendant une autorisation qui, lorsqu'elle sera accordée, répondra à une question qui ne se pose plus. Toute décision importante concernant leur propre vie doit être prise localement et immédiatement par des personnes présentes dans le présent de ce monde lointain. Et une communauté qui doit prendre toutes ses propres décisions, qui ne peut en pratique être gouvernée de l'extérieur, qui répond à ses propres urgences et trace sa propre voie. Puisqu'aucune autre voie n'est physiquement possible, cette communauté n'est pas une colonie au sens ordinaire du terme. Cela devient autre chose. Elle devient indépendante non par déclaration, mais par le simple fonctionnement de la vitesse de la lumière. La distance ne fait pas que les isoler. Elle les transforme silencieusement et inexorablement en une autorité distincte, une société distincte, une branche distincte du projet humain. Car un fossé qu'aucun message ne peut combler en moins de 9 ans ne peut maintenir l'unité d'une civilisation de part et d'autre. Elle ne peut présider qu'à la naissance de 2 enfants. Et nous voici arrivés à la conséquence la plus profonde et la plus étrange de toutes, celle qui transcende la politique et la survie pour atteindre l'essence même de ce que signifie être humain ensemble. Il ne s'agit pas simplement du fait que la Terre et la colonie ne peuvent pas se gouverner ou se secourir mutuellement, c'est qu'ils ne peuvent jamais partager un cadeau. Réfléchissez bien à cette phrase, car elle constitue le véritable cœur de toute cette histoire. 2 personnes se trouvant dans la même pièce partagent un cadeau. Ils vivent le même moment ensemble et peuvent parler, se répondre et se connaître en temps réel. Même 2 personnes vivant aux antipodes partagent un cadeau. En une fraction de seconde, une voix traverse la planète et une conversation s'engage. Mais la Terre et Alpha Centauri ne pourront jamais faire cela. Lorsque les colons consultent le dernier message reçu de chez eux, ils contemplent le passé de la Terre, des événements vieux de plus de 4 ans, un monde qui est déjà passé au présent. Les colons ne les apercevront pas avant des années.
Et lorsque la Terre regarde les transmissions de la colonie, elle ne voit elle aussi que le passé. Un rapport datant de plus de 4 ans, décrivant un moment qui, pour les colons, appartient déjà à l'histoire ancienne. Chaque camp observe l'autre en permanence à travers une fenêtre de 4 ans vers un moment disparu. Aucun des deux ne pourra plus jamais atteindre l'autre. Les deux branches de l'humanité peuvent échanger des informations à travers le fossé sans fin et avec une grande richesse, mais elles ne peuvent jamais occuper le même instant. Ils sont séparés non seulement dans l'espace, mais aussi dans le présent même. Imaginez l'impact que cela a sur quelque chose d'aussi humain qu'une conversation, et la perte devient presque insupportablement intime. Une conversation, telle que nous l'avons toujours connue, est une chose vivante, un échange, un appel et une réponse. Deux esprits qui se rencontrent en temps réel et construisent quelque chose ensemble sur le moment. Entre la Terre et Alpha Centauri, tout cela a tout simplement disparu, remplacé par quelque chose qui ne porte que le costume du dialogue. Vous envoyez une pensée dans le vide et vous attendez, non pas des minutes ni des heures, mais des années, une réponse. Et lorsque la réponse arrive enfin, vous avez changé. Vous êtes plus âgé. Votre situation a changé. La version de vous qui pose la question peut ne ressembler que très peu à celle qui reçoit la réponse. Un message pourrait arriver de la Terre, adressé avec chaleur et urgence à un colon qui, au cours des 4 années et plus que dure la traversée du vide, a vieilli, déménagé ou est décédé, de sorte qu'une voix vivante de chez lui parle tendrement à quelqu'un qui n'est plus là pour l'entendre. Les lettres survivaient généralement aux humeurs de ceux qui les avaient écrites, aux crises qui les avaient provoquées, et parfois même aux personnes qui les avaient envoyées. Chaque échange entre les deux mondes serait une sorte de correspondance avec le passé. Une série de messages dans des bouteilles jetées à la mer pendant 4 ans. Chacune décrit un monde qui n'existe plus au moment où elle s'échoue sur le rivage. Ce n'est pas de la communication telle que l'être humain l'a jamais connue. Ce sont deux civilisations qui écrivent l'histoire l'une à l'autre, à jamais décalée, décrivant sans cesse des moments déjà révolus. Et ainsi, au fil des années, des décennies et des siècles, les deux branches de l'humanité finiraient inévitablement par dériver. Non pas à cause d'une querelle, non pas à cause d'une décision, mais simplement à cause de l'impossibilité de rester synchronisés malgré un fossé de 9 ans. Imaginez à quelle vitesse un monde humain partagé peut diverger, même sur de courtes distances. Les langues évoluent, l'argot mute, les coutumes changent, les valeurs se déplacent, jusqu'à ce que des personnes séparées depuis une seule génération aient déjà du mal à se comprendre pleinement. Imaginez maintenant un fossé plus grand où l'échange d'idées le plus rapide possible prend près d'une décennie, où aucune mode, aucune découverte, aucun changement de pensée ne peut passer d'un monde à l'autre en moins de temps qu'il n'en faut à un enfant pour grandir. La colonie développerait son propre vocabulaire pour désigner les nouveautés qu'elle rencontrerait, ses propres histoires sur son propre ciel, sa propre façon d'être humain, façonnée par un monde avec un soleil différent et un passé différent. La Terre évoluerait vers des préoccupations que les colons ne pourraient pas suivre en temps réel et dont ils n'apprendraient l'existence que des années trop tard pour y participer. Les deux resteraient liés par leurs origines communes, échangeant patiemment leurs messages différés à travers l'obscurité, mais ils deviendraient des peuples véritablement distincts. Deux civilisations humaines se développant côte à côte sur les rives opposées d'un gouffre qu'aucune bonne volonté ne saurait combler. Pas une seule humanité répartie sur 2 étoiles. 2 humanités liées et agencées, dialoguant avec les fantômes de l'autre. Voici enfin la signification complète et terrifiante de la distance qui nous sépare d'Alpha Centauri. Et cela n'a rien à voir avec le sens initial. Nous avons commencé par un mot réconfortant sur une affiche dans la salle de classe, et nous l'avons vu se transformer étape par étape en quelque chose de monstrueux. Nous avons d'abord constaté que l'objet le plus proche avait heurté un gouffre si immense que notre vaisseau spatial le plus rapide n'en avait parcouru qu'une infime fraction. Nous avons alors constaté que même les vitesses les plus élevées atteintes par l'humanité nécessiteraient 70 000 ans pour effectuer la traversée, et que seule une fraction de la vitesse de la lumière pourrait la rendre réalisable en une seule vie. Nous avons alors constaté le prix exorbitant de cette vitesse. L'énergie, la protection, l'objectif, l'arithmétique impossible à atteindre pour stopper une facture aussi élevée. Ce voyage n'a pas de date de départ et n'en aura peut-être jamais. Et maintenant,
Après avoir imaginé payer tous les prix exorbitants et réussir malgré tout la traversée, nous découvrons la cruauté ultime qui nous attend au bout. L'arrivée ne permet en rien de surmonter la distance. Elle ne fait que convertir la distance d'une barrière spatiale en une barrière temporelle. Et cette barrière, constituée du délai que la lumière elle-même ne peut dépasser, est une barrière que nous n'avons absolument aucun pouvoir de franchir. Car voici ce que l'intuition ordinaire refuse d'accepter jusqu'au bout. Nous imaginons la distance comme une chose que l'on traverse une seule fois. Un acte héroïque et difficile, accompli une seule fois, après quoi la traversée est réalisée et les deux mondes sont réunis. Mais la distance qui nous sépare d'Alpha Centauri n'est pas quelque chose que l'on franchit une fois pour toutes. C'est un phénomène qui se poursuit sans interruption tant qu'il y aura des gens des deux côtés. Elle est présente dans chaque message, ajoutant son tribut de 4 ans. Elle est présente au cœur de chaque situation d'urgence, garantissant que les secours n'arrivent jamais que trop tard. Elle est présente au cœur de chaque décision, forçant chaque monde à agir seul dans un présent que l'autre ne pourra jamais atteindre. Elle est présente au cœur de chaque relation, qui s'étend de part et d'autre du fossé, transformant chaque conversation en une correspondance avec le passé. Les voyageurs qui ont atteint Alpha Centauri n'auraient pas oublié la distance qui les séparait de la Terre. Ils l'auraient emportée avec eux, et cela aurait continué à façonner chaque heure de leur vie, de celle de leurs descendants et de celle de tous ceux qui, restés au pays, les avaient considérés comme une troisième présence silencieuse et permanente dans les affaires de deux mondes, longtemps après que le navire qui avait effectué la traversée se soit rouillé pour ne plus être qu'un souvenir. Et nous arrivons ainsi à la vérité. Tout ce voyage n'a été qu'un cercle vicieux, non pas une banale platitude sur l'immensité de l'espace, ni le faux réconfort de croire qu'un futur moteur rendra un jour cet écart insignifiant. Car l'écart le plus important est celui du temps, et aucun moteur ne le touche. Cela nous laisse avec quelque chose de bien plus étrange et de bien plus troublant. Supposons que l'humanité le fasse réellement. Imaginons que nous devenions une civilisation capable de concentrer la production de 1000 mondes dans un seul vaisseau. Cela peut la protéger contre les tirs ennemis du vide. Cela peut permettre de le faire parcourir 4 années-lumière et, miracle des miracles, de l'arrêter autour d'une autre étoile. Supposons que nous parvenions à vaincre cette distance terrifiante de toutes les manières possibles. Même alors, nous n'aurions pas surmonté la séparation. Nous aurions 2 branches de l'humanité, qui pourraient s'envoyer des messages, mais ne pourraient jamais partager un seul instant. Cela permet d'échanger des informations, mais jamais un cadeau. Ils peuvent s'aimer à travers l'obscurité, mais toujours avec 4 ans de retard. Nous pourrions maîtriser le voyage jusqu'à notre étoile voisine la plus proche, et pourtant échouer totalement et définitivement à maîtriser la distance, car la distance n'a jamais été seulement l'espace entre les étoiles. C'était le gouffre du temps dissimulé dans cet espace. Ce silence de 4 ans qui, chaque fois, se transforme en souvenir avant même d'avoir pu être partagé. Franchissez-la et vous ne réunirez pas 2 mondes. Vous entamez 2 histoires, et la dernière horreur silencieuse de l'étoile la plus proche est celle-ci. Le moment où nous y parviendrions enfin ne serait pas celui où l'humanité deviendrait une. Les peuples se répandent à travers les cieux. Ce serait le moment où l'humanité se séparerait doucement et pour toujours en